France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. C'est sur une seule radio, France Maghreb 2. Bien sûr, voici le programme. Mesure annoncée par Castex hier, le Premier ministre qui allège les restrictions, et qui met en place le pass vaccinal, qui vient d'être d'ailleurs validé il y a quelques minutes par le Conseil constitutionnel. À quelques exceptions près, en fait il n'y en a qu'une, et on vous dira laquelle tout à l'heure dans quelques minutes. Donc le pass vaccinal entrera bien en vigueur à partir de ce lundi. C'est ce qui a été annoncé hier. Mais est-ce que les annonces de Jean Castex, le Premier ministre, préparent-elles finalement la campagne ou l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron? C'est la question qu'on pourra se poser ensemble, bien sûr. On se posera aussi une autre question intéressante à propos de l'Algérie, qui refuse catégoriquement, et c'est une révélation Mediapart, refuse catégoriquement d'accueillir ou d'accepter les sans-papiers que la France tente de renvoyer au pays. Ça a été envoyé donc il y a quelques jours, c'était le 6 décembre exactement. On en reparlera justement, et en attendant, les sans-papiers algériens sont simplement placés en centre de rétention. Donc c'est un véritable scandale auquel évidemment on évoquera tout à l'heure. Et puis bien entendu, on parlera foot dans quelques instants avec notre spécialiste en la matière, Azik Metiche, qui reviendra sur l'élimination. C'était hier de l'Algérie, éliminée donc dès le premier tour. On a l'impression que le syndrome 90-92 se répète, puisque l'Algérie n'ira pas plus loin, terminé, retour à la maison, et devra maintenant se concentrer sur les qualifications pour le mondial en 2 matchs. Le tirage au sort aura lieu d'ailleurs demain à Douala au Cameroun. Donc voici le Grand Forum, c'est parti. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui autour de cette table, Monsieur Nadir Kaya, et ça faisait bien longtemps qu'il n'était pas venu dans le LGF. Comment ça va mon Nadir? Salut Christophe, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Président de Banlieue Plus toujours. Et nos quartiers. Et nos quartiers, toujours, oui, on les oublie pas, absolument. Ça fait plaisir de te voir, ça faisait un petit moment. Également, c'est partagé. Bon, Ahmed Laouej est avec nous aussi, vice-président des instances nationales du PRG, le parti radical de gauche, est avec nous. Comment ça va Mohamed? Bonjour Christophe, très très bien. Bonne année à toi et puis à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Alors, vice-président des instances nationales, mais aussi président départemental en Seine-Saint-Denis, c'est ça? C'est ça. Voilà, du PRG, le parti de Madame... Enfin, c'est pas le parti de Madame Taubira, c'est le soutien, c'est le grand soutien qu'on a aujourd'hui en direction de Christiane Taubira pour les élections présidentielles. Qui a porté sa candidature. Tout à fait, pour les élections présidentielles de 2022. Voilà, c'est ça. Monsieur Tarek Mami est de la partie aujourd'hui. Comment ça va mon Tarek? Bonjour cher Christophe, tout va bien. Bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Comme d'habitude, le vendredi, quand on peut, on est là. Exactement, et puis donc notre ami Farid Tabsamani qui m'a promis d'être là, donc on verra si là, comme ça on aura l'équipe de Banlieue Plus au complet. Ah, c'est rare quand même. Bah oui, c'est rare. Allez, c'est parti, on commence par le quiz. Le quiz. Beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel, l'Algérie, le foot. Parce que l'Algérie va revenir en 2 fois aujourd'hui. Ouais, j'ai entendu ça. Avec cette révélation de Mediapart là, incroyable. J'ai pas entendu. Première question. Histoire. Quel roi de France, elle est facile, quel roi de France a été exécuté place de la Concorde en 1793? Louis XIV. Non. Louis XVI. Louis XVI. Bonne réponse. C'est le dernier. Exécuté. Je vous ai laissé faire pour savoir si vous connaissez l'histoire de votre pays. Monsieur Mavi, quand même. La preuve, il y a eu du 14 avant d'arriver à 16. Et encore le 15, il a eu de la chance parce qu'il est passé entre les deux. Deuxième question. Quel réseau social va donner la possibilité à des influenceurs de proposer des abonnements payants à leurs abonnés? Probablement Twitter. Non, ce n'est pas Twitter. Facebook, Twitter, Instagram pour faire la liste. Ouais, c'est vrai que c'est Instagram. Instagram qui va donc offrir la possibilité aux influenceurs qui sont très nombreux sur Instagram
de proposer des abonnements payants. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. En clair, la façon, si vous payez votre message, je m'en occupe pour le faire amplifier, le faire tourner 1000 fois par les algorithmes, et donc vous passez de 1000 à 10 000 abonnés. VIP, quoi. Vous serez un VIP. Voilà, donc, qui a les moyens paye. Le Bon Coin. Troisième question. Le Bon Coin, c'est gratuit, cher Ahmed. Comment le Bon Coin, c'est encore gratuit. Non, il paye. Il y a les deux. Ah oui, bien sûr. Il y a les deux. Il y a les deux, mais si vous voulez accélérer la vente des produits, vous payez 2 €, 5, 10, après, etc. Il y a des formules, Bon, très bien. On voit qu'il y a des amateurs. C'est comme le Facebook, quoi. Avec la crise, on a été obligés. Troisième question. On a été, donc je suppose que vous en faites partie, là. Ah bah moi j'en fais partie, la crise. Non, pas de la crise, de ceux qui encaissent derrière le Bon Coin. Pas du tout, non, je disais avec la crise, on a cherché à aller sur le Bon Coin pour vendre ce qu'on avait à vendre. Ah oui, à ce point-là. Il fallait remplir les caisses. Troisième question. 2000, inauguration en France de quel hôpital à Paris? Alors, Pompidou. Bonne réponse. 2000, je crois que c'était d'ailleurs Monsieur Jacques Chirac qui l'avait inauguré. C'est Pompidou, oui. Exactement. Quatrième question. Paris a annoncé la nuit dernière. Vraiment de la boutade, parce que moi, ça me gonfle. Un hôpital qui porte le nom d'un politique. Donc demain, quand on fera un truc politique, on nommera le nom d'un médecin. Bon. Il y a bien une bibliothèque. Il y a des lieux comme ça qui sont. C'est comme ça. Dit à des présidents. Les hôpitaux, c'est plutôt Pasteur. C'est pour faire connaître ce que c'est. Bon, et pas le président de la République, parce qu'il était président. C'est comme Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'était pas un aviateur. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais donc moi, c'est un général, au contraire. Des fois, ça m'énerve de voir que. Moi, je trouve qu'il faut. Parce qu'effectivement, vous parlez de Gaulle. Charles de Gaulle aurait pu s'intituler Saint-Exupéry. Tout à fait. Voilà. Comme Pompidou aurait pu être Pasteur ou autre. Et donc, pour que ne serait-ce que les jeunes et ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir été à l'école ou de participer à ces émissions, c'est d'avoir un lien avec le monument ou avec la bâtisse. Sauf que là, c'est les commissions, on va dire. Bon, quatrième question. Excuse-moi, Christophe. Paris a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi l'ouverture d'une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste après le meurtre samedi dernier d'une touriste française dans quel pays du Maghreb? Maroc. Bonne réponse. C'est une femme de 78 ans qui Alors, a été tuée à l'arme blanche. Vous dites Paris, c'est la France. Oui, la France. Oui, parce qu'on entend Paris, aujourd'hui on entend Hidalgo, puisque dans la conférence de... Non, on la laisse dans ses travaux. Non, mais c'est pour ça que je cherchais Paris, et puis tout d'un coup ça Elle a été tuée, cette dame, à l'arme blanche, sur un marché dans le sud du Maroc. L'individu a été arrêté et placé en psychiatrie. Et d'ailleurs, on n'en a pas entendu parler, à part dans les réseaux sociaux et sur France Info, mais le reste, moi, j'en ai pas entendu. J'ai vu ça, moi, avant. Ah, ça concerne pas les Arabes, ni les Noirs, ni les musulmans. Donc, c'est pas un sujet d'actualité. C'est ça, c'est pas un sujet qui. Ça fait mais Zemmour l'a pas utilisé, c'est bizarre. Ça. Non, parce qu'il est d'accord pour que les Arabes tuent les autres chez eux, mais pas ici. Donc, il est logique. C'est Farid qui est là? Farid, on s'en occupe? Vous en occupez? Je m'en occupe, bien sûr, de notre Farid. Toujours, je m'en occupe. Alors, cinquième question. Allez, où ma petite cinquième question? Je cherche. On peut parler d'autre chose en attendant qu'on a des reviennent. Hein. Ouais. Sinon, on va le piéger, on va gagner un point, c'est pas juste. Oui, c'est vrai. On peut parler d'autre chose. On parlera d'autre chose, mais tant pis, il avait qu'à être là. Je cherche à présent un footballeur italo-argentin qui a été révélé d'ailleurs par le FC Nantes et qui est mort dans un accident d'avion en 2019. C'était le jeune là par rapport à son transfert. Oui. J'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom, mais c'est pas... Non, c'était pas... Je pas son nom. Moi aussi, je sais de quoi on parle, mais son nom, je m'en rappelle plus. Un footballeur. Faut poser la question à Razik, il va répondre tout de suite. Ah ouais, mais non, mais c'est pas à Razik que je la pose, ça c'est à vous. Hein. Bon, sans manquer de respect à sa mémoire, c'était pas non plus un super grand joueur, donc c'est pour ça que je pense que ça nous échappe un petit peu. Non, et puis il n'est pas resté longtemps dans la carrière footballistique, donc c'est pour ça. Ouais, mais c'est quand même un être humain qui soit footballeur ou pas. C'est l'histoire qui était un peu tragique, malheureusement. Voilà. Emiliano. Et pour sa maman et pour ses parents. Emiliano Sala, messieurs. Ah oui. On aurait dû faire avec Salah le lien avec le rien. Sixième question, qu'est-ce qui va repartir le mois prochain en mer Méditerranée pour participer notamment à la lutte contre Daesh en Syrie, en Irak? Charles de Gaulle, le porte-avions. Exactement, le porte-avions, c'est ce qu'a annoncé Florence Parly. Et Charles de Gaulle aussi pour le porte-avions. Il aurait pu être, je sais pas qui.
on va proposer de Charles de Gaulle aussi pour l'indépendance de l'Algérie, je vous ai compris. Oui. Hein et puis enfin, je cherche... J'en parlais ce matin avec quelqu'un, en réalité en 58, lui il a compris qu'est-ce qu'il devait faire, et il a laissé la population dans notre... Mais lui il a compris en 58. Il avait déjà compris que c'était fini. Bien sûr, et puis il a surtout fait en sorte de dire qu'il voulait surtout pas avoir des personnes qui soient, on va dire, d'origine algérienne, musulmane, conquérir la France et être majoritaire. Parce que là aujourd'hui, 70 millions, vous rajoutez. Il l'avait dit avec une fameuse phrase là-dessus. Bien sûr. Messieurs, notre ami Farid Tabsamani est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour mon Farid. Il nous fait déplacer pour sortir pour aller là. Ah oui. Farid, je te présente Nadir Kaya, que tu connais éventuellement. Enchanté Farid, comment vas-tu? Salam, Nadir, comment tu vas? Très bien. Je te présente Tarek Mami, qui est, que tu connais aussi un petit peu. Hein? Salam, cher. Bonjour, cher. Ah ben, vous nous manquez dans le studio. Hein? Ah oui. Merci à vous. Ouais, désolé, c'était compliqué pour être... déjà que je suis souvent en retard, mais alors là, ça allait être compliqué. Farid, c'est le seul mec qui arrive à être en retard, même quand il est à distance. Ah oui, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Désolé. Bien shooté, ça. Hein, il est fort. Exact, il est fort notre Farid. Je te présente aussi Ahmed Lawaj, qui est le vice-président des instances nationales du PRG, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ahmed. Bonjour voilà. Farid. Alors ma petite septième et dernière question, pardon, par rapport au quiz. Je cherche à présent un grand couturier français. Il est né en 1905. Pierre Cardin. Non, il est mort en 1957. Yves Saint-Laurent? Non. En 57, ça fait loin. Ah oui, il est mort quand? En 1957. Avant votre naissance. Oh là là, j'étais même pas né. Ah, Il est très connu. Français. Oui. C'est avant Smolto, quoi. Un grand couturier français. Aucune idée. Christian Dior. Voilà, merci. Voilà. Allez, tout le monde est champion aujourd'hui. En tout cas, son nom a survécu. Je savais pas qu'il était mort en 57. Parce qu'on pense qu'il est encore là. Parce qu'on trouve non, il est plus là. Il est né en 1905. On trouve Christian Dior dans les magasins encore. Bah oui, ça c'est clair. Il y en a partout. Fallait le mettre sur la piste des parfums aussi. Bon, attends, je veux pas donner la réponse non plus. Hein. Très bien. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, notre ami Razik Métiche nous rejoint pour parler de quoi? De l'Algérie. Éliminé, terminé. Premier tour, on va dire. C'est fini. Tout le monde retourne à la maison. Voilà. Il n'y a pas de grosse déception au vu des premiers matchs. Ouais, bah quand même, c'est une déception. Le tenant du titre, c'était l'Algérie. Ils ont mal joué, il y a eu des moments où ils n'ont pas eu de chance, donc le tout réuni fait que... je pense que c'était pas une déception comme une équipe qui a bien joué, qui perd au dernier moment ou qui a eu du mal. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de parler de ce qui se passe au Cameroun? Il paraît que l'équipe tunisienne, après le match, n'avait même pas d'eau pour prendre leur douche. Oh, mais il n'y a rien de surprenant par rapport à l'organisation de la CAN en général dans les pays africains. Les terrains, on en parle de l'état des terrains, une catastrophe. La caméra télévision qui fonctionnait pas lors du match Algérie, Guinée équatoriale. Donc voilà, ça aussi c'est le problème, c'est que malheureusement la FIFA. Et puis des matchs qui finissent avant le temps. Voilà, ne met pas. Au Qatar, on a fait des prolongations depuis 18 minutes, donc tout va bien. Ouais, ça c'est exceptionnel. Ouais. Bon, on en reparle de tout ça avec Razik Métiche, le zapping. On parlera du Conseil constitutionnel qui a validé le pass vaccinal à une exception près. Mais qui est logique d'ailleurs. Les politiques. Les politiques qui voulaient imposer le pass vaccinal pour leur meeting, ça a été retoqué. Sinon, tout le reste validé. Donc les restaurateurs, par exemple, pourront demander l'identité du titulaire du pass vaccinal. Ils vont devenir policiers de soutien. C'est une dictature, c'est une forme de dictature. Les annonces de Castex hier, le Premier ministre, prépare-t-elle, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, à laquelle on répondra tout à l'heure, prépare-t-elle l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, le président de la République? On est maintenant quasiment à aller à un petit peu plus d'un mois du dépôt de parrainage, c'est le 26 février, je le rappelle, où tous les candidats doivent fournir leurs fameux 500 parrainages. Alors, question boutade. Ouais. Peut-on déposer des parrainages sans se déclarer publiquement candidat à la présidentielle? On peut quoi? Ah oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut déposer les parrainages sans être déclaré candidat? Bien sûr, au niveau du Conseil constitutionnel, il n'y a aucun problème. Du moment que vous avez les parrainages, je vois pourquoi, mais après... Et après, il y a une semaine de délai pour valider tout cela, vérifier évidemment. C'est surtout le pognon qu'il faut derrière. Non, mais et l'entourloupe serait que... J'espère qu'ils ont anticipé, parce que c'est le plus important. Et l'entourloupe serait que... Et c'est minimum 15 millions d'euros. Le président de la République pourrait faire déposer, mais
la boutade est pour Cheikh Farid, et il pourrait déposer donc les parrainages. Un président en fonction déjà? Oui, et c'est le Conseil constitutionnel qui va le déclarer candidat à la présidentielle et pas lui. Du fait de ce... Oui. La vraie question, c'est est-ce qu'un président de la République peut ne pas avoir les parrainages? Oui, là, ça c'est l'autre question, ça. Hein. Oui, alors Jamel nous appelle au téléphone pour me dire oui, tu dis bien, Tarek, qu'on peut être candidat à la présidentielle et ne pas le déclarer, je veux dire, et déposer ses parrainages. Merci, mon Jamel. Voilà. Dans un instant, on accueille Razik Metiche de Zapping aussi, et vous, chers amis auditeurs, avec une belle équipe, Farid Tamsamani, Nadir Kaya, Tarek Mami et Ahmed Laouaj qui sont avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Ahmed Laouaj, Tarek Mami, Nadir Kaya et notre ami Farid Tamsamani qui est avec nous de l'autre côté. Tranquillement, voilà. Bon, Farid. Et aussi Razik Metiche qui nous a rejoint. Salut, mon Razik. Bonjour à tous. Bonjour, mon Razik, bienvenue à toi. Alors, je voulais t'accueillir aujourd'hui pour faire un petit débrief de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations et notamment et plus particulièrement de l'équipe d'Algérie qui s'est fait sortir donc hier par une défaite 3-1. Déjà, il y avait une défaite dimanche dernier qui avait mis fin à l'invincibilité de l'Algérie après 35 matchs sans défaite. Voilà, Belmadi était, on l'écoutera d'ailleurs dans le zapping tout à l'heure, très abîmé, très meurtri par ce qui s'est passé. L'équipe d'Algérie n'y était pas cette année. Razik, comment on peut évaluer justement cette performance au Cameroun de l'équipe d'Algérie? Une grosse déception, une grosse désillusion, c'est clair. On savait que l'équipe d'Algérie était sur un coup de moins bien avec les deux matchs avec le Burkina Faso étaient déjà des indicateurs où les deux matchs étaient soldés par 2 nuls, 1 but à 1 et 2-2 à Vida pour les barrages pour le mondial au Qatar. Il y avait des signes précurseurs, c'est la première chose. La deuxième chose, être favori à une compétition n'est jamais aisé, et encore plus en Afrique, lorsqu'on sait qu'il n'y a que le Cameroun et l'Égypte qui ont réussi à être favoris, à être tenants du titre, à réussir à remporter l'édition qui suivait. Donc on était réellement très très attendus. Et au-delà de ça, lorsque l'on voit que dès le premier match contre la Sierra Leone, qu'on multiplie les occasions et qu'il n'y a pas de réalisme offensif et qu'on finit sur un 0-0, on s'est mis tout de suite dans l'urgence et malheureusement sur une compétition avec 3 matchs et même avec la règle des meilleurs troisièmes, le compte n'y était pas. Alors il y a une malchance offensive, je veux bien le voir, je veux bien l'entendre. Après il y a aussi oui des éléments, que ce soit au milieu de terrain, il y a des joueurs qui sont arrivés qui n'étaient pas à 100% et qui, à mon sens, n'auraient pas dû débuter cette CAN. Je pense à Sofiane Fegouli, qui est un immense joueur lorsqu'il est à 100%, mais qui est arrivé blessé et qui a joué le premier match et qui a sans doute été cramé par rapport à ça. Je pense à Ismaël Benasser, qui a sans doute été rentré trop tôt dans l'équipe, vu l'urgence qu'il y avait dès le deuxième match. Et enfin, sur la question de l'efficacité offensive, on avait une paire d'attaquants, Islam Slimani et Bagdad Bounedjah, qui empilaient les buts l'un sur l'autre à partir du moment où la hiérarchie était claire. C'est-à-dire qu'on avait Bagdad Bounedjah qui était titulaire et on avait Islam Slimani qui rentrait. Et à partir du moment où on a touché à cette hiérarchie et qu'on a mis ces deux joueurs en concurrence, on les a perdus tous les deux. Ça veut dire que sur les 3 matchs, on n'a pas eu une seule fois le même titulaire pour débuter la partie. Et les postes spécifiques, que sont les postes de gardien de but et d'attaquant, demandent justement une multiplication des titularisations pour donner le maximum aux personnes. Et enfin, sur Jamel Belmadi, à l'image de l'équipe, il y a eu beaucoup de nervosité qui a peut-être déteint sur les joueurs. Et juste pour finir sur l'Algérie, on va pas non plus tout jeter aux oubliettes. Comme tu l'as dit, Christophe, l'Algérie est restée sur une série d'invincibilité de 35 matchs, qui en fait la série la plus longue de toute l'histoire africaine. Cette série a été ponctuée d'un sacre en 2019 sur le continent africain, et l'Algérie est toujours en lice pour
pour les barrages de la Coupe du Monde sera tête de série, recevra au match retour. Donc maintenant, il faut juste se remettre la tête à l'endroit et bâtir une nouvelle page et j'espère une nouvelle série. Oui, effectivement. Et le tirage au sort d'ailleurs aura lieu demain au Cameroun. Tirage au sort pour connaître l'adversaire, pas que de l'Algérie, de la Tunisie aussi, du Maroc. Et de d'autres équipes, en l'occurrence c'est celle-là qui nous intéresse, pour savoir quels seront leurs adversaires pour aller au mondial. Ça va se passer donc au mois de mars, les matchs, et en aller-retour, c'est ça. En aller-retour. Et les têtes de série recevront sur les matchs retour. Par exemple, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc recevront sur les matchs retour. Et ça peut être important, évidemment, même primordial pour se qualifier, recevoir à domicile, c'est très intéressant, évidemment, on l'a déjà vu, notamment en Ligue des Champions, ça peut avoir toute son importance. Nadir, juste en un mot. Tu sais, Christophe, moi j'ai pas regardé les matchs, j'ai regardé quelques résumés, mais je m'aperçois que, comme disait Tarek justement, en fin de compte, le football, au-delà du fait qu'il y a 11 joueurs et que c'est une équipe avant tout, mais tu as aussi le public et l'engouement. Et j'ai pas trouvé cette année un engouement aussi particulier qu'il y avait pu avoir il y a 2 ans lors de la précédente CAN, où on a vu dès les premiers matchs où il y a eu un engouement exceptionnel en Algérie, mais aussi en France. Et cette année, j'ai pas trouvé ça. Même si j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parlaient du foot en lui-même et de la CAN. Mais on n'a pas vu aussi une belle équipe. Donc je pense que le fait de ne pas avoir vu une belle équipe dès le premier match et le deuxième match, parce qu'il était très aussi décevant, fait qu'il n'y a pas eu cet engouement qu'il y a pu avoir il y a 2 ans. Et quelque part, au-delà du fait qu'ils n'ont pas été bons sur le terrain, je pense que ce tout réuni a fait que l'Algérie n'y était pas malheureusement. Alors Farid Tabsamani te dit il y a une raison. Farid. Oui, il y a une raison, c'est tout simplement le calendrier. C'est que d'habitude la CAN c'est en juin. Donc c'est plutôt l'été, en tout cas fin de printemps-été, alors que là en fait on est en plein hiver. Donc du coup effectivement l'engouement il est beaucoup plus faible si tu penses notamment à ce qui s'est passé dans les quartiers en France où on avait créé un peu partout ce qu'on appelle des cannes, des mini cannes dans les quartiers. Ouais, je m'en souviens. Ouais, la canne des quartiers. Du coup, c'est essentiellement une question de timing et donc de climat. Et moi je veux juste rebondir et poser une question notamment à Razik. Effectivement, l'Algérie est éliminée, mais comme l'a parfaitement dit Nadir en introduction, il n'y a pas trop de regrets à avoir parce qu'ils n'ont pas, sur cette fois-ci en tout cas, ils n'ont pas démontré quelque chose de particulier. Bon, il y a certaines. Qu'on avait pu voir. Comment ? Il n'y avait pas le fameux jeu qu'on a pu voir il y a 2 ans. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup, il n'y a pas de, ce que je veux dire, il n'y a pas de regret. Je sais pas si Razik l'avait dit ou en tout cas si c'était dans un échange à un moment donné. Le pire aurait été, par exemple, d'être éliminé sur une faute un peu contestable, un penalty, des choses un peu comme ça. Là, c'est un peu plus, ça fait un peu plus mal. Mais là, en réalité, moi, j'ai une question à Razik, c'est est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle pour cette équipe d'Algérie? Je parle des joueurs, parce qu'il y a de très très bons joueurs, mais on s'aperçoit qu'ils ont perdu beaucoup d'énergie, même si c'était l'équipe, pas forcément l'équipe 1, mais qu'en fait tout le staff, toute la fédération a perdu beaucoup d'énergie sur le tournoi qu'ils ont gagné, notamment à Doha. Donc du coup, est-ce que finalement, il y a 2 questions. Est-ce que finalement c'était une bonne chose de mettre autant d'énergie sur ce qui s'est passé à Doha, et est-ce que on n'est pas à la fin d'un cycle, et donc du coup il y a une question de renouvellement à tout point de vue. Razik. Alors, pour répondre à la première question, par rapport à Doha, je ne pense pas. Dans la mesure où la plupart, voire l'essentiel des joueurs qui ont été à cette Coupe d'Afrique des Nations n'étaient pas à Doha. Et encore plus si on parle des titulaires. Il y avait dans nos titulaires à Doha, il y avait surtout Raïs Mboli, qui en plus avait besoin de compétition pour reprendre un petit peu de forme, et il y avait Belaïli. Bagdad Bounedjah a joué la Coupe arabe, mais a été blessé, donc n'a pas pu la jouer dans son intégralité. Donc je pense pas qu'il y ait eu trop d'influx qui ont été perdus lors de la Coupe arabe. Et pour répondre à la deuxième question, c'est le propre en fait des équipes championnes de ne pas se renouveler. C'est parfois par là où le déclin s'opère. Par exemple, la France de 2002, par exemple l'Espagne qui sort au premier tour de la Coupe du Monde en 2014, par exemple l'Allemagne en 2018, pareil, qui sort au premier tour de la Coupe du Monde. Ouais. Et est-ce qu'on a la fin d'une génération? Je ne pense pas, sachant que les cadres sont assez jeunes. Je pense à Benasser, je pense à Mahrez, je pense à Ben Sebaini, je pense à Youssef Attal. Ce sont des personnes qui ont une carrière qui est devant eux. Maintenant, est-ce que le 11 de départ va devoir évoluer? Absolument. Si on reprend
le 11 qui a été champion d'Afrique en 2019 et qu'on le compare avec le 11 qui a joué cette Coupe d'Afrique des Nations, par exemple sur le deuxième match, il y avait qu'un seul changement. Ça veut dire que vous aviez Guédura qui était présent en 2019, qui n'était pas en 2022, donc qui n'était pas sur la feuille de match. Sinon, les 10 personnes qui ont commencé le match en 2022 contre la Guinée-Bissau et qui l'ont perdu étaient les 10 mêmes qui ont apporté la Coupe d'Afrique en 2019. Donc oui, bien sûr, il va y avoir une question de renouvellement qui va se faire, mais plus dans une transition, mais pas dans une fin d'une époque, je pense. En tout cas, il reste 2 équipes maghrébines qu'on va suivre de près, hein, donc pour les 8e de finale. Et d'ailleurs, ça se passera dimanche. Pas beaucoup de jours de récupération pour la Tunisie, qui affrontera notamment le Nigeria. Ça va être un gros match hein, pour la Tunisie. Un gros choc pour la Tunisie. Ouais, absolument, un gros tirage. Et le Maroc qui affrontera dimanche soir à 20h le Malawi. Donc maintenant, on entre dans une autre phase de cette compétition, puisque c'est des matchs à élimination directe. Évidemment, on est en 8e de finale. La finale aura lieu le 6 février prochain. Et donc, ce qu'il faudra suivre demain pour les amateurs et pour tous ceux qui suivent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est le tirage au sort pour les barrages au mondial qui auront lieu, on le rappelle, au Qatar cette année, au mois de novembre d'ailleurs. Et pour désigner les 5 pays africains qui partiront pour cette Coupe du Monde au Qatar, eh bien ça se passera au mois de mars. Tirage au sort demain au Cameroun pour que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc puissent connaître leurs adversaires pour gagner dans l'encontre de 2 matchs aller-retour. Il faudra donc gagner et se qualifier et partir au Qatar et se préparer tranquillement pour cette Coupe du Monde, bien entendu. Merci beaucoup, mon Razik. Oui. Merci à vous, bonne émission. Tarek, oui. 2 informations complémentaires. Le Maroc joue le mercredi, pas le dimanche. Non, il joue dimanche soir. À 20h. Moi, j'ai avec le Malawi. Non, Malawi, Maroc, dimanche soir, 20h. J'ai mercredi sur le calendrier de la FIFA. Voilà, ouais. Il est là. Je vous le dis, moi. Tunisie, dimanche. Et il est publié par l'équipe. Bon, oui. Donc voilà. Deuxième chose, donc comme l'a dit Razi. Il y a déjà des... Non, mais moi, j'ai un calendrier publié par l'équipe, donc bon. Et l'autre information que Razik avait donnée il y a quelques jours, donc c'est la dernière fois où l'Afrique n'envoie que 4 équipes, puisque dans la prochaine Coupe du Monde, il y aurait, si j'ai bien compris, 9 équipes africaine à la Coupe du Monde au lieu de 5 aujourd'hui. Voilà, 5 au lieu de 9 à la Coupe du Monde aux États-Unis, hein, c'est ça en 2026. On dit pas de bêtises, Razik, hein? Oui, absolument. Voilà, et tu me confirmes bien que Maroc-Malawi, c'est dimanche soir à 20h. Je vérifie, je te confirme ça. Non, mais moi je te confirme. Non, mais la date de l'équipe, c'est Rabat. Il faut appeler Rabat. Non, il n'y a pas besoin d'appeler Rabat, tout va bien. Rappelez Razik, parce que moi j'aime bien vérifier ce que j'ai sur les calendriers et les dépêches. Bon, moi, si je peux me permettre, je suis toujours la 3e voie, d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est mardi. Non, c'est pas mardi, vous êtes fous, quoi. Les 8e de finale, c'est dimanche et lundi. D'accord. Moi, j'ai mercredi un match Côte d'Ivoire-Égypte. Et un match Maroc-Malawi. Et comme je ne sais pas lire, vous pouvez lire ce qu'il y a sur le tableau publié par l'équipe. Razik, viens à mon secours, s'il te plaît. Je suis en train de vérifier en même temps que vous finissez. Va sur dimanche. Je suis sûr que c'est pas dimanche et je vous dis c'est attendez, j'ai vu sur mon application, moi. C'est mardi, c'est bien mardi. C'est Farid qui a gagné. Bon, voilà, Farid, voilà, merci Farid. Et il a gagné le quiz. Alors, dis-nous le match, donc c'est mardi, Maroc-Malawi. D'accord. Et pour la Tunisie, c'est quand? Dimanche. Pour la Tunisie, c'est bien dimanche à 20h. Par contre, franchement, c'est un peu salaud parce que la Tunisie a joué hier, ils jouent dimanche. La Tunisie, s'ils remportent la CAN, ils mériteront les éloges de toute l'Afrique parce que le parcours du combattant qu'ils leur a imposé, vraiment. Ah ouais, c'est clair. J'ai pas envie de finir ma phrase. Il est vraiment pas correct. Mon application, c'est de la merde. Alors, ok, je la désinstalle direct. Voilà. Ok, donc mardi pour le Maroc, pardon, et dimanche donc pour la Tunisie. On est d'accord, hein, dimanche. Voilà. Ouais. Donc ok, merci. Ils ont sacrément récupération le Maroc, hein. Tranquille là. Oui. Hein, bon, merci mon Razik. Bon, je fais pas de politique. Merci à vous, bonne émission. On fait pas de politique quand on parle de foot. Donc, malheureusement si. Donc je me tais. Oui, mais la politique c'est le foot, ça n'est jamais très éloigné. Non mais c'est pour ça que je me tais. Parce que les rapports du Maroc aujourd'hui avec les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout ça, c'est autre chose que les rapports qu'elles ont, notamment avec la Tunisie. Ouais. Mais bon. Oui. Bon, dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Farid Tabsamani, avec Nadir Kaya, Ahmed Laouej et Tarek Mabir. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Tarek Mami, Farid Tabsamani, Nadir Kaya qui est avec nous et Ahmed Laouej. Sur France Maghreb 2, on passe maintenant au zapping sur France Maghreb 2. C'est les moments qu'il ne fallait pas rater à la télé mais aussi à la radio. Christophe. Oui. Pour le plaisir. Oui.
Alors. Pour le plaisir, qu'est-ce qu'il y a? Manuel Valls. Ah bah, tiens, on fait bien d'en parler, ça commence par lui, le zapping. Je suis prêt à travailler avec Macron avec Macron ou avec Pécresse. Mais bien sûr, mais c'est ah oui, bon. Il le dit. Eh ben écoutez-le, il était l'invité de Pascal. Chut, s'il vous plaît. Il était l'invité de Pascal Praud. Et s'il y a bien un personnage dans la politique française qui n'a décidément honte de rien, il s'appelle Manuel Valls. Écoutez, il était chez Pascal Praud. Voici ce que ça donne. Parce que si vous aviez gagné à Barcelone, vous seriez resté là. Non, parce que je suis parti. Je l'explique très bien. C'est parce que vous êtes revenu parce que vous avez perdu. Non, parce que j'étais en train de me briser. Je suis parti. C'est pas une affaire. Je suis parti, je m'en fous d'ailleurs de ce qu'on en pense. Vous étiez en train de vous briser. Je m'en fous. Oui, mais vous m'aviez lu, pas dans celui-ci. Oui, personnellement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la défaite politique, elle fait partie du jeu. Mais quand vous avez votre propre formation politique qui s'écroule, qui disparaît, que tout un système politique dans lequel vous avez vous-même agi, travaillé, je veux parler de moi, pendant des années, est en train de disparaître, que j'ai été réélu député en juin 2017, mais que vous subissez une vague de violence, de haine, d'antisémitisme, dans une campagne où s'invite Dieudonné, il y a quelque chose, quand votre couple se défait, il y a toute une série d'éléments que j'expliquais dans le livre, qui sont à la fois politiques et personnels. C'est pas uniquement le rejet d'un Premier ministre de la gauche, c'est quelque chose, Pascal Praud, de beaucoup plus intime et de plus profond. Donc j'ai saisi cette occasion, Barcelone, mais que j'ai gagné ou perdu, mais c'est pas le sujet. Un petit peu quand même. Non, pas pour moi. J'ai rencontré ma femme, mon amour. Je me suis reconstruit, j'ai retrouvé. Donc, que la vie des Français ait du mal à suivre ça, mais je le sais. Pas besoin que vous me le disiez. Mais de toute façon, mais pour moi, ça a été aussi. Fallait-il le faire comme ça? Mais c'est ainsi, c'est la vie. J'ai plus de mandat. Mais vous en parlez avec beaucoup d'honnêteté. Mais c'est là où je me suis dit plus que jamais. Là-bas, on m'a fait comprendre combien j'étais français, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui disait « Pas une goutte de sang français », reprenant la très belle formule de Romain Gary, mais la France coule dans mes veines. Bon, voilà, je suis un être humain, j'ai pris des coups, mais comme sur un certain nombre de sujets, bon sang, j'ai eu raison. La montée de l'antisémitisme nié par une partie de la gauche, la montée de l'islamisme, ce qui passe dans les quartiers, l'apartheid, c'est-à-dire le regroupement dans les mêmes quartiers d'une immigration pauvre, et en plus qu'on a du mal pour une partie d'entre elles. Bon, excusez-moi, je coupe parce que je supporte plus. Christophe, voilà. Que tu passes de ce genre de personnage dans la radio française. Ah bah non, mais si, non, il faut l'écouter. Non, au contraire, il faut arrêter de l'écouter. Non, je t'assure qu'il faut arrêter de l'écouter. Ce personnage-là, c'est lui qui a fait tomber la gauche. Si on arrive aujourd'hui à cette situation-là d'une gauche je sais pas si la gauche a besoin de Manuel Valls pour... Non, c'est sa part de responsabilité. Il a sa part... Il a droitisé la gauche comme jamais aucun politique de gauche l'a pu le faire. Non seulement ce que vous avez dit tous les deux, je le partage, mais aussi et surtout le coup de poignard que Valls, il ne faut pas l'oublier, a donné dans le dos de Hamon, pour lequel il s'est engagé, comme aujourd'hui LR, d'être derrière, a fait comprendre à tout le monde qu'en fait, il n'y a pas de parti, puisque chacun fait ce qu'il veut là-dedans, et deux, que Valls n'est pas un homme, pour moi, j'assume ce que je dis, ni un homme politique, ni un homme de gauche. Et quand il est parti à Barcelone, s'il s'était fait élire maire dans cette ville, dans sa ville de naissance, jamais il ne serait revenu en France. Donc qu'il arrête de mentir et de nous prendre tous électeurs pour démontrer... C'est un carriériste aussi, parce qu'il faut savoir qu'il a été à l'école du Parti Socialiste. Et l'école du Parti Socialiste fait en sorte que ces gens-là, on n'a rien à faire de la politique, comme tu dis. On fait de la politique tous les jours. Et la politique, c'est quoi? C'est de s'occuper des gens et d'être humain. Lui, c'est pas un humain. Il cherche d'abord à faire en sorte d'avoir un poste. Comment ça, c'est pas un humain? Non, c'est un humain, mais qui n'a pas de valeur. Qui n'a pas de valeur. C'est un humain qui n'a pas de valeur. Il n'a pas de fierté, il n'a pas de valeur. Il n'est pas humain, j'ai dit, entre guillemets. C'est le schéma le plus affreux de la politique française, en fin de compte. Et c'est à cause de ces gens comme ça. Au moins, il a l'avantage de mettre tout le monde d'accord. Et vous savez quoi? Sur quoi? Sur le rejet. Sur le rejet. Sur le rejet. Il met tout le monde d'accord. Personne n'en veut. Et vous savez. Oui, bien sûr, mais et vous savez comment on appelle ce genre de personnage à Marseille? C'est un homme qui n'a pas de face. Et ça renvoie... C'est un opportuniste dans tous les mauvais sens du terme. Non, mais ça renvoie, y compris au proverbe arabe, on dit en arabe, il n'a pas de visage. C'est quoi, n'a pas de visage? C'est un homme qui avance masqué. Non, c'est pire que ça. Même si c'est très... Non, c'est pire que ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de visage, c'est-à-dire, il dit sur vous, par exemple, une connerie, et il vous rencontre dans la rue, il vous serre la main, il vous embrasse.
Donc il n'a pas honte. Et donc il n'est pas le seul. Non mais surtout lui. Autour de moi. Non mais surtout lui. Ouais. Donc en arabe on dit il n'a pas de visage, et à Marseille il n'a pas de face. Farid. Et c'est comme ça. Et Farid va pas être d'accord. Farid, mais bon, Valls. Farid va pas être d'accord. Oui. Mais c'est le gras qui rajoute à l'émission. Sur Valls. Un petit commentaire. Non, pour moi, je trouve ça assez scandaleux qu'un ancien Premier ministre de la France qui a eu accès à des secrets défense et des documents classés soit parti faire carrière politique en Espagne. Mais c'est la même chose pour tous les franco-maghrébins qui, quand ils ne réussissent pas leur carrière politique en France, font la même chose pour partir au Maroc ou en Algérie. On est d'accord, mais ils sont de moindre envergure et comme vous dites... Ouais, ils n'ont pas été Premier ministre. Voilà. Ça t'en va pas échappé, évidemment. Bon, passons maintenant à autre chose, à un autre personnage. Le patron des députés européens du Rassemblement national et porte-parole d'ailleurs de Marine Le Pen a quitté le navire pour rejoindre Éric Zemmour. Et oui, Jérôme Rivière s'en est expliqué ce matin chez Apolline de Malherbe sur RMC. Effectivement, j'ai fait ce choix qui est un choix difficile, compliqué. Quand vous présidez une délégation de 23 députés, c'est le seul poste institutionnel du Rassemblement national. Quelque part, la place est bonne, la place est chaude, si je puis dire. Vous êtes un aigri, un profil aigri, voilà ce que dit l'entourage de Marine Le Pen, et que ce n'est qu'une vicissitude de campagne de vous perdre. Bien sûr, je comprends. Vous savez, quand on prend un choc politique de cette nature-là, on cherche des explications. Voilà, donc c'est fini. Et je rajoute d'ailleurs qu'il y en a un autre qui a annoncé son rallié, Éric Zemmour. Il est très influent, notamment sur Twitter. Tu le connais, Nadir Kaya. C'est comment il s'appelle, Damien Rieu. Qui annonce également son départ pour rejoindre Mais Damien, il n'était pas dans un parti, il était influenceur. Non, mais un influenceur. C'est un influenceur, mais pas dans un parti. À la base. Ouais, mais il n'était pas dans un parti. Qui est souvent sur les réseaux sociaux français, qui agit, qui fait partie de la fachosphère. À ma connaissance. Non, il a été candidat, je crois. Il a été candidat au municipal ou régional. Oui, localement, mais il n'a rien fait du tout. Oui. Voilà, Damien Rieu. Il pensait faire quelque chose à travers ses propos qui sont très violents et très discriminatoires, mais il s'est aperçu que la politique, c'était plus compliqué que ça. Oui. Alors, dans un instant, on parlera de la polémique de la baguette de pain à 29 centimes. Tout le monde tombe sur Leclerc. Il était l'invité de Bourdin ce matin, on l'écoute dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya, Farid Temsamani, Ahmed Laouej, Tarek Mami. On est en plein zapping les enfants avec... maintenant cette polémique autour de la baguette à 29 centimes vendue par Leclerc. Le patron de l'enseigne était l'invité de Bourdin ce matin, il s'en est expliqué. Vous savez qu'on lui est tombé dessus, notamment Lidl et compagnie. Voilà, il a tenu à s'expliquer ce pourquoi il avait bloqué le prix de la baguette pour 6 mois. La baguette 29 centimes jusqu'à quand? Bloqué 6 mois. 6 mois. Ouais, elle était entre 22 centimes et 32 centimes dans les centres Leclerc. Oui. On nous a, je rectifie des choses qui ont été dites, donc on ne l'a pas baissé, on n'a pas fait un coup, c'est le blocage qui est important parce qu'on va arriver à une inflation à 4%, j'ai voulu qu'il y ait un marqueur fort, le pain des Français, c'est un minimum, ça doit être... Normalement, on doit donner le pain même à quelqu'un qui n'en a pas. C'est quoi, c'est une opération de communication? Oui, c'est aussi une opération de communication. Enfin, de marketing. On en vend des millions quand même, c'est pas que de la com. Mais c'est une opération dans le même style que le blocage du prix des carburants, le carburant à prix coûtant, dans le même style que de fournir des repas à 1 euro pour les étudiants ou autres, 21 euros, 21 repas. Ce que le président de la République a demandé de faire au restaurant universitaire pour les étudiants, 1 euro, quand c'est Leclerc qui le fait, c'est pas bien. Cherchez l'erreur. Les kits hygiène, les kits sanitaires, les kits menstruels pour les jeunes femmes, ça coûte très cher à un moment donné, toutes ces marques, etc. 2,25, un kit menstruel. Moi, j'avais pas l'habitude d'aller sur ces zones-là, mais on a vu, en recevant toutes ces femmes dans les magasins, avec des associations, à l'initiative de Marlène Schiappa, on a vu que l'hygiène féminine, ça avait un coût, et donc il fallait investir sur des marqueurs. J'ai compris, mais cette baguette, vous la vendez à perte? Non. 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 Il y a 14 centimes de coût matière. Oui. Nous avons accepté 2 hausses tarifaires récemment des meuniers. Oui. Faut savoir que quand le blé augmente de 30%, ça fait augmenter la baguette de 1 centime. D'accord? Donc, nous avons pris ces hausses, nous avons fait nos prix, nous gagnons de l'argent dessus. C'est une baguette premier prix et nous vendons plus de baguettes. Bon, faut aussi dire que c'est pas de la bonne qualité, hein, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Nadir.
La baguette, ça te fait rêver ou pas? Non, mais c'est à vrai 29 centimes. Non, pas du tout. Et l'argument de Leclerc, là, pour le coup. Non, mais l'argument, c'est le même, on le connaît, ça fait des années qu'il fait ça. C'est très bien de vouloir baisser certains aliments par rapport à la population, et notamment par rapport à la situation où beaucoup de gens sont de plus en plus en difficulté. Mais moi, ce que j'aurais voulu de la part d'un géant comme lui, c'est de faire, certes, baisser le prix de la baguette, mais aussi de parler de la qualité. Quand on voit aujourd'hui le ravage du Covid et le fait que ça remet aussi en question, même si on en parle très peu dans les grands médias, notre façon de manger et la qualité dans ce qu'on peut manger et qu'on s'en inquiète pas, alors que ça pourrait aider aussi face à des Covid, face à des virus, d'avoir un bon système immunitaire. Ça passe aussi par une bonne alimentation. Je trouve dommage qu'un puissant comme lui ne soit pas capable de proposer quelque chose, certes moins cher, mais de qualité. Aujourd'hui, on a besoin aussi en France de qualité, de manger bien. C'est un coup de com', Ahmed. Bien sûr, mais un coup de com', et je rejoins complètement notre ami Nadir, il s'appelle. Nadir, qui a très bien dit ce qu'il fallait dire par rapport à Édouard Leclerc, la malbouffe, et aujourd'hui, il surfe là-dessus pour pouvoir faire en sorte que Leclerc a gagné déjà beaucoup d'argent pendant la pandémie, mais là, il va encore plus en gagner, et c'est vrai qu'il aurait pu faire en sorte d'avoir une baguette plus meilleure et de bonne qualité pour les personnes qui viennent. Ouais, mais ça permet aux familles nombreuses pour la baguette dans les boulangeries. C'est pas un argument. Vaut mieux manger peu et bien que manger beaucoup de façon excessive et de mauvaise qualité. C'est ce qu'on fait en France, et ça aussi c'est une vraie tragédie en termes de politique de santé publique. Et du diabète. Hein. Oui. Tarek Mami, la baguette à 29 centimes, ça vous donne envie? Aucunement. Ah oui? D'abord, j'allais dire, moi j'ai un certain âge, quand je vais voir mon médecin, il me dit, si vous voulez faire ça, il faut manger plutôt du pain avec céréales, plutôt, qui coûte plutôt 1,20 €. Ouais. Et donc lui, s'il voulait faire un geste, la seule information qu'il donne qui m'intéresse, c'est qu'il dit le coût dans les grandes surfaces, c'est 14 centimes. Donc 14 centimes, s'il rajoute, je sais pas, moi j'allais dire à la maghrébine, une épice, un truc pour le renforcer, pour lui donner de goût, elle va monter peut-être à 20. Hier, j'ai vu le patron de Lidl qui dit, j'allais dire, la vendre à 39 centimes, à 40 centimes, elle reste accessible, mais elle donnerait une qualité. Venez voir qu'est-ce qu'on fait. Et donc nous, Leclerc, parce que Leclerc, pourquoi il fait 29 ? C'est pas pour aider les gens, Christophe, et ça, c'est technique, à venir acheter la baguette, c'est pour avoir plus de personnes en pourcentage qui rentrent dans le magasin pour la baguette de 29. C'est un produit d'appel aussi. Voilà, c'est un produit d'appel et prendre. Donc je suis contre ces trucs. Il faut qu'il y ait un minimum parce que le gouvernement fixe les prix à droite et à gauche, mais ça pour moi c'est un dérapage. En tout cas, chez Lidl, les pâtisseries, la croissanterie est bien meilleure pour le coup. Chez Lidl, vous rentrez, vous trouvez, c'est pas pour leur faire de la pub, mais vous trouvez tout un rayon. Mais le problème c'est que ça reste du surgelé. Non. Non, c'est du frais, Nadir. Non, pas du tout, c'est pas du frais. Non, il faut savoir que 90% de la production en France, c'est du surgelé, c'est de la farine qui est importée de très mauvaise qualité. Oui, t'as raison, c'est vrai. Oui, mais quand vous l'achetez dans la journée et vous avez un rayon... Non, parce qu'il joue... Lidl, ça donne cette impression que c'est meilleur parce qu'il joue sur cette fraîcheur. Mais ça reste du surgelé. Donc c'est ça qui pose problème. Après, moi je pense qu'aujourd'hui on peut avoir une stratégie commerciale pour vendre mieux ou pour vendre plus, mais je pense qu'aujourd'hui il faut aussi avoir de la morale, notamment en termes de santé publique vis-à-vis des Français. Je vais être méchant avec Leclerc. Il a fait la même tentative avec les livres, ce qui était une très bonne chose, mais ça n'a pas amené grand monde. L'essence, il a fait aussi avec l'essence, ça marche. Le carburant. Oui, mais il le fait depuis toujours. Sauf que le carburant... Après, là, pour la voiture, sauf que le carburant, les gens font le plein, ils ne rentrent pas dans le magasin. Donc c'est pas rentable. Alors que le livre ou les kits d'hygiène ou cette baguette, les gens rentrent à l'intérieur et donc ils augmentent. Et puis ce que j'ai appris hier, parce que je suis patron de radio, que je regarde des chiffres, aujourd'hui c'est lui qui fait le plus de pub et de communication, c'est Lidl. Après c'est Aldi. Et en 3e position vient Leclerc et en 4e position vient Carrefour. Ouais. Farid, la baguette à 29 centimes ? Non. Si, moi je pense qu'elle a l'utilité pour ceux qui... faut pas cracher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une baguette pas très chère quand j'avais pas les moyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui mangent beaucoup de baguettes parce que ce sont des grandes familles nombreuses. Et donc, du coup, ça a l'utilité. Juste, je rappelle que Leclerc propose déjà de la baguette moins chère que 29 centimes. Et ce que vous n'avez pas écouté dans son discours, c'est que lui, pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il explique qu'en 2022, et là, il a complètement raison, l'inflation va être violente dans beaucoup d'endroits. Et donc, du coup, lui, il fait effectivement une opération de communication. Et c'est pour dire, attention, l'inflation, elle est là, elle va être extrêmement violente. Elle va être violente pour tout le monde. Alors, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai les moyens de m'acheter une baguette à 1,20 €, 1,30 €. Mais la vérité, tout le monde n'a pas ces moyens.
Ouais, c'est vrai, ça permet aux familles nombreuses notamment, de pouvoir manger du pain, on a dit. Non, mais je suis pas d'accord parce que. Quoi, t'es pas d'accord? Non, mais on impose quelque part de la médiocrité aux Français sous le prétexte de l'inflation, là, notamment. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on voit les choses par le haut, qu'on parle de qualité, qu'on parle de bien vivre, qu'on parle de respect. Voilà. Et aujourd'hui, vu le business que ça a, notamment ce genre de trucs, c'est secondaire. Et de dire que sous le prétexte qu'il y a de la pauvreté ou tout ça, c'est quand même bien d'avoir de la merde parce que, voilà, on est dans la merde. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas ce que je dis, premièrement. Non, pas par rapport à toi, Farid, mais de façon générale, on peut entendre ce discours-là en politique. Mais Nadir, déjà, premièrement, Leclerc propose d'autres types de baguettes, beaucoup plus chères et de meilleure qualité. Oui, il y a de la tradition, il y a des pains de campagne et compagnie, je vois, oui. Moi, je serais d'avis que tout soit de bonne qualité. La réalité, c'est que moi qui ai eu des boulangeries, je peux te dire qu'en fait, c'est pas possible. T'as vendu des croissants, mon Farid? Bien sûr. Farid est entrepreneur. On n'en a jamais goûté. Oui, bah non. Non, j'ai tout vendu. J'ai tout liquidé. Ah oui. Il a plusieurs casquettes, Farid. Ouais, il est extraordinaire, mon Farid. Non, mais et donc du coup, vous avez des gens, je vous garantis, qui comptent vraiment leurs centimes quand ils viennent acheter de la baguette. Bah oui. Et ces gens-là, je suis désolé, il l'a dit d'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc, quand il dit ça coûte 14 centimes matière. Oui, matière. C'est-à-dire que c'est incompressible. C'est-à-dire que même quand tu fais le strict minimum, tu as 14 centimes. Et ce que les gens ne voient pas, ou en tout cas vont le voir là, tout au long de 2022, c'est qu'en fait, tous les produits vont augmenter. Oui, bah c'est déjà le cas. Hein. Mais c'est pas fini, ça va être violent pour les gens, malheureusement. L'essence, les gilets jaunes, c'est des records. Les gilets jaunes, on les a matraqués. Hein. Ouais, exactement. Les gilets jaunes, on les a matés, malheureusement. Ouais. On les a... pour finir le zapping, un extrait de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC pour écouter cette auditrice absolument incroyable. Elle est aide-soignante. Et elle travaille dans les pharmacies pour, vous savez, tester les gens. Et alors, elle a expliqué hier qu'elle a dû tester un enfant de 10 mois. Écoutez. Parce que, en fait, moi, je suis aide-soignante. Je teste, en ce moment, je fais des tests antigéniques dans des pharmacies. Et je teste énormément d'enfants. Le matin à 8h, avant que la pharmacie n'ouvre qu'à 9h, et le matin à 8h, il y a déjà la queue devant avec des parents et des enfants qui veulent se faire tester. Et hier, j'avais un petit de 10 mois à tester. Oh là là. C'est horrible, parce qu'en plus on prend les couvillons d'un adulte. On ne fait pas. Il paraît qu'il existe des tests salivaires, on n'en voit pas la queue. Il y a les salivaires. Alors, allez à la pharmacie, Martine. Mais elle travaille dans une pharmacie, c'est elle qui fait les tests. Non, alors je suis aide-soignante intérimaire et je suis embauchée par les pharmacies pour faire les tests. Mais il y a les tests salivaires, Martine. Ma fille oui, mais on les fait pas pour les petits. On les fait pas. Mais ils en ont pas. On ne peut pas faire de tests salivaires pour les petits. C'est pas en plus ils sont efficaces avec Omicron. Et quand vous mettez un goupillon d'un adulte dans le nez d'un enfant de 10 mois, je vous assure, c'est horrible. Mais moi, si j'étais parent, je refuserais. Mais ils sont obligés parce que sinon ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à la crèche. Mais il faut porter. Je suis d'accord avec vous. C'est incroyable quand même. Un enfant de 10 mois, il a un tout petit nez, on met des trucs d'adultes dans le nez. Alors, le truc, cher Christophe, ça s'appelle ucouillon et pas goupillant, comme dit l'infirmière, parce que les mots ont leur sens. Mais en tout cas, c'est horrible. Le geste, en l'occurrence, horrible. C'est de la maltraitance, là, pour le coup. Bah oui, c'est horrible. Alors, les tests salivaires, il n'y en a pas, apparemment, dans les pharmacies, donc voilà. Bon, bah voilà, c'était le zapping, ce qu'il ne fallait pas rater à la télé et aussi à la radio. Alors, on va parler maintenant de Castex. Qu'est-ce qu'il a annoncé hier? Il a fait une conférence de presse avec Olivier Véran, apparemment guéri du Covid, puisqu'il était là, pour annoncer... Et sans Blanquer. Et sans Blanquer, oui. Il est reparti à Ibiza. Non, il est reparti à Ibiza faire la teuf. Il va pouvoir aller... Il est parti à l'émission de sa femme, Anna Cabana, sur I24 News. C'était extraordinaire, cette histoire. Alors, Castex, qu'a-t-il annoncé hier? Une levée des restrictions. Juste pour l'auditeur, cher Christophe, sa femme... Anna Cabana n'était pas sa femme quand il a été désigné ministre. Oui, non, mais d'accord, mais ça change quoi? Le lien maintenant, du fait qu'aujourd'hui, lui est et elle a la... Non, mais c'est pas ça. Une fois qu'il est devenu ministre, comme par hasard, Anna Cabana est devenue sa femme. Bah oui, non, mais le problème, c'est qu'elle a dû faire un débat sur les vacances de Jean-Michel Blanquer, à laquelle elle a participé aussi. Donc, non, mais je dis pas le contraire. Mais regardez comment ça se passe. En clair, pour faire simple, on devient femme de ministre quand il est ministre, comme Valls, on va y revenir. Et le jour où on ne sera plus ministre, elle va se casser comme la femme de Valls s'est cassée. Voilà, fermez la parenthèse.
Oui. Bon, alors, justement, Castex hier. Voici un extrait de ce qu'il a dit. La première évolution positive est que la vague liée au variant Delta est partout en net reflux. C'est très important car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement. Et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue. La deuxième nouvelle encourageante est que la vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas dans les régions où ce variant avait frappé en premier à la fin décembre. La troisième nouvelle rassurante, c'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Alors, beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère. Tu comprends quelque chose à dire là quand il dit beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère. Franchement, au-delà Jean Castex, au-delà de la situation du Covid et de ses conséquences, la gestion du gouvernement, elle est catastrophique. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que les Français n'en peuvent plus. Cette gestion chaotique du gouvernement, c'est plus possible. Aujourd'hui, il y a des décisions politiques alors qu'il devrait y avoir des décisions scientifiques. Et Castex, il en est la preuve en disant tout et n'importe quoi sur le variant. Le pic a eu lieu déjà la semaine dernière. Là, on est en train de redescendre. Lui dit tout et n'importe quoi et son contraire là-dessus en disant que les hôpitaux, les influences diminuent un petit peu. C'est pas vrai, ça diminue complètement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont hospitalisés. Donc il dit vraiment n'importe quoi, il est en retard et il n'ose pas se mettre à jour pour ne pas être critiqué par rapport à cette gestion chaotique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les Français en ont marre de cette situation et on le voit, il y a quand même des pays qui ont commencé à retirer toutes les différentes restrictions et la France elle est à la traîne parce que c'est une question d'ego, notamment pour le gouvernement. Donc on traîne jusqu'à début février, mi-février avec 2 phases différentes et là aussi les Français ils en ont marre. Et il y a des pays qui ont choisi de tout arrêter, hein, l'Angleterre par exemple. Voilà. Et en même temps, alors c'est vrai, hier on nous annonce effectivement lever certaines restrictions, notamment pour le mois de février, avec le calendrier qu'on va écouter, qui a été annoncé par Castex. Mais est-ce que vous en avez pas marre, vous, d'être infantilisé par ce gouvernement ? Au bout d'un moment, ça commence à suffire. On a l'impression que ça y est, on nous libère, les enfants. Ça y est, on est libérés. En même temps, on nous fout le pass vaccinal qui commence lundi. Voilà, donc c'est vraiment très très particulier, très bizarre cette manière de faire. Ahmed, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, déjà, je parlais, à mon avis, je crois qu'ils ont été loin déjà, parce que je pense que le conseil scientifique n'avait pas donné tout ça dans la lettre de cadrage qui avait été donnée au gouvernement. Aujourd'hui, je rejoins un petit peu ce qui vient dit par nos amis là autour de la table, mais c'est vrai qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une élection présidentielle qui est en train de se jouer, et qu'à ce titre, aujourd'hui, on va faire en sorte de déclarer dans quelques jours la candidature d'Emmanuel Macron, et donc à partir de là, les meetings vont commencer, les débats vont commencer, et donc on va dire merci Macron, il nous a aujourd'hui laissé sauver la vie, parce qu'aujourd'hui on peut enlever le masque dans la rue, on peut aller manger au cinéma des pop-corn, retrouver une vie normale, et donc voilà, je crois que c'est aujourd'hui... mais c'est surtout que tu vas pouvoir manger dans le train, youpi, tu vas pouvoir boire ton café debout, extraordinaire. Non, mais et aller en discothèque, donc tout est fini. Alors, masqué, et donc c'est grâce au gouvernement, et c'est grâce à Emmanuel Macron qui va dans 15 jours, 3 semaines annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, c'est tout. Après, moi je mets sur le plan santé, sur le plan santé, il faut savoir que Omicron, et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire en sorte de laisser un nombre important parce que c'est aussi ça qui va faire en sorte que les gens vont être immunisés. Il faut pas l'oublier, c'est que en Espagne à l'époque de ce qui s'est passé dans les années 20, tout le monde a été contaminé. C'est comme ça qu'on a éradiqué le virus, quoi. Donc là, on est en train de faire pareil, et je pense qu'on va arriver à ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Pfizer commence à trouver les médicaments pour pouvoir les avaler. En France. Vous allez avoir le pchit dans le nez dans pas longtemps aussi. Donc voilà. Alors pour ce qui est du médicament, ça sera uniquement pour celles et ceux qui sont atteints du Covid, qu'il faudra prendre au bout de 3 à 5 jours, un médicament en fait, et qui t'évitera en fait la forme grave
Donc visiblement, en croire Faiza. La seule souplesse qu'ils ont fait, c'est de mettre en avant, de mettre en place un tapis rouge pour la candidature d'Emmanuel Macron. Justement, la question que je pose, c'est est-ce que cette levée des restrictions annoncée hier par Castex, Tarek Mami, est-ce qu'elle prépare l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron? Moi, cher Christophe, et vous deux, chers auditrices et auditeurs, j'ai pour habitude de regarder à proximité et de lever les yeux pour regarder ailleurs. Ce que fait la France aujourd'hui et depuis 2 ans, c'est exactement ce qui est fait partout. Regardez ce qu'ont fait les Allemands et Madame Merkel avant la campagne électorale, parce qu'eux, ils ont inversé la démarche. Avant la campagne, au nom de la sécurité sanitaire, ils ont tout fermé. Ils ont plus ou moins tous ouvert avec des axes. Et dès que la campagne a été passée et que Merkel a perdu avec son parti, tout d'un coup, avant de transmettre le pouvoir, elle resserre les vis un peu partout. Donc, le traitement du Covid en France, au Canada, en Italie, partout, et en Australie avec l'affaire Jovic, pour moi, tous ces pays gèrent la santé avec leur propre calendrier électoral. Celui qui n'a pas d'élection avant 1 an et demi, 2 ans, comme nous en 2019, on se la joue, papa et tout ça. Mais dès que la campagne va arriver et qu'on a besoin ou envie de se faire renouveler, eh bien là on devient celui qui a compris tout ça. Moi j'ai vu hier les réactions des patrons de bars et des patrons des discothèques. Oui, rappelons que d'ailleurs le pass vaccinal a été validé par le Conseil constitutionnel. Voilà. Alors les patrons de bars étaient mécontents, parce que dit on va faire de nous des agents de la police. Ouais. Donc mais on est un peu content parce qu'on va garder quelques clients debout. Et les patrons des boîtes de nuit étaient super contents. Ils disent malgré tout, une fois qu'on a rouvert, et on va plus accepter qu'on referme. Donc en fait, c'est de la politique faite par les politiciens. Et après, chaque citoyen le ressent dans la situation qu'il est lui. Par exemple, moi j'ai découvert, je devais partir pour des raisons professionnelles, et j'ai découvert que quand vous allez faire votre test PCR, c'est entre 24 heures et 48 heures que vous recevez le document, mais en fouillant bien et en appelant les compagnies, ils disent, quand vous allez à l'aéroport, c'est plus valable. On vous le fait en 4 heures. Alors pourquoi il est fait en 4 heures pour les compagnies qui vont prendre les gens voyageurs et pas en ville? Et donc, à la fin, quand quelqu'un cherche à comprendre, il ne peut pas comprendre, il ne peut trouver à son niveau, chaque citoyen, que les contradictions du système. Oui, les incohérences, oui. Les incohérences. Farid, sur les annonces de Castex, est-ce que ça prépare l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, président de la République? On va déjà rentrer plus longtemps. Clairement, oui, c'est clair que c'est forcément calé par rapport à un calendrier précis. D'ailleurs, on s'aperçoit que c'est une accélération. Mais qu'on ne peut pas tout avouer tout de suite, donc du coup on accélère. D'un coup, alors qu'il y a encore 2 semaines, début janvier, c'était la catastrophe partout, là ça va beaucoup mieux, alors que les perspectives déjà début janvier étaient déjà celles-ci. Donc c'est effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est une gestion sanitaire quand même relativement catastrophique depuis le début. Mais les gens, est-ce que les gens en tiendront rigueur? Je ne suis pas certain. Oui. Parce que les gens passent vraiment à autre chose là-dessus. Alors, pour connaître quand même ce qui a été annoncé hier, voici le calendrier qu'a M. Castex, Premier ministre de la France, a annoncé hier. Youpi, c'est jour de libération, les enfants. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Seules les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite ou autres établissements médico-sociaux pourront rester accessibles avec un test, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé à l'extérieur. À compter du mercredi
16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir. J'ajoute que nous pourrons aussi envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allègement du protocole scolaire sur la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires ou sur la question du nombre de tests ou d'autotests à réaliser. Nous consulterons bien sûr à cet effet les autorités sanitaires. Voilà prévenu, voilà le calendrier. Donc annoncé hier par Jean Castex. Si vous rappelez, vous avez rappelé Christophe tout à l'heure que la date limite du dépôt des candidatures 26 février. Comment? 26 février. Oui, 26 février. De quoi? Les dépôts de candidatures de candidats. Oui, 26 février. Ah d'accord, oui, le 26. Mais pour la déclaration par le Conseil constitutionnel, c'est le 4 mars. Voilà, pour les dépôts des... Et donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est faire de l'arithmétique politique. C'est-à-dire que vous avez début février, 7 février, 26 février, 4 mars, et donc la déclaration du président de la République à la candidature va se faire le lendemain ou dans les jours qui suivent le 16, c'est-à-dire une fois que les mesures de libération, comme les appelle Christophe, sont en place, et quand il va se présenter, donc avant le 26, parce qu'il n'attendra pas la déclaration, il dira... Je vous ai protégé comme un père, je vous ai libéré comme un père, et maintenant je me présente pour continuer le chemin. Ceci dit, aujourd'hui, dans les sondages, il est à 26, 27, oui. 28%. Hein. Oui, oui. Pas l'oublier. Hein. Non, mais je vous le dis. Ça, faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il est bien parti pour redevenir le président de la République de tous les Français. Non, mais la date qu'en face, les gens sont suffisamment divisés. Oui, et la date, on ne peut pas lui faire face comme il faudrait faire face à un candidat. Mon idée, c'est que la date... À qui la faute, hein. Non, mais la date de la déclaration conforte le calendrier de Castex. C'est dans ce sens-là. Bien sûr, non, mais c'est un vrai calcul politique. Voilà. Mais bon, moi, si je me permets, c'est politique. Les sondages, après, on fait ce qu'on veut. Ah non, mais jusqu'à maintenant, tous les sondages que j'ai vus, moi, c'est ce qui me dégoûte de cette politique aujourd'hui. Pour l'instant, on l'avait déjà dit avec Macron, gagnant. Qui avait dit qu'il ferait différemment. En fin de compte, on s'aperçoit au fur et à mesure, avec le temps et avec les épreuves, avec les sujets, avec tous les débats, qu'il fait exactement la même chose, qui fonctionne pareillement. Vous avez deux choses. Qu'il est calculateur, qu'il est prévisible. Il est déjà en campagne, on le sait très bien. C'est pas officiel, c'est vicieux, c'est. C'est pas le seul à l'avoir fait, Nadira. Non, mais lui qui prenait un vrai changement. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire à la primaire populaire. Ça sert à rien la primaire populaire. Ahmed, ça sert à rien. Elle sert plus à rien votre primaire populaire. Mais si, Christophe, je crois que tu te trompes. Moi, je salue Sabrina de LFI. Et j'ai dit, on a trouvé Sabrina en masculin et pour Toubira. Non, quand j'ai dit il y a deux choses. Il faut inviter Toubira. Il y a deux choses importantes. La première chose pour Macron, c'est que Macron, comme tous les candidats, pense pouvoir tenir le pays ou l'État. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce qu'on peut appeler, pour les militairement, de l'État profond. Vous pouvez arriver, vous donner des consignes, l'administration les bloque, et donc l'État profond tient le pouvoir. La deuxième chose, il y a deux choses que Macron a fait, dont on n'aura le résultat que dans 10, 15 ans, mais ça sera trop tard. C'est les effets. C'est la modification de l'ENA et des corps de formation, parce que les gens ne savent pas comment ça marche. Aujourd'hui, ça concerne une petite catégorie. Voilà, j'y viens, cher Et le code du travail. Non, je lis en code du travail. Ça, c'est en négatif. Mais en positif, cher Christophe, j'y viens. Aujourd'hui, vous avez 17 corpus de formation supérieure. 17. Et donc, comme c'est 17, c'est que chaque petit clan est tout seul, il fait bac jusqu'à bac plus 8, et donc tu crées une caste au sein de ça. HEC, Sciences Po, l'ENA, Matsup et tout ça. Et ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est que les 17 corps vont être regroupés en un seul corps. Mais ça change quoi la vie concrète des gens? Je viens. Rien. Je viens, cher Christophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 17 corps, et dans 17 corps, vous avez 1000 personnes. Et demain, vous allez avoir 20 000 personnes. Donc, les solidarités claniques qui se sont constituées depuis 1950, elles vont disparaître. Et donc, ceux qui veulent rentrer dans ce nouveau corps d'État, vous pourront le faire beaucoup plus simplement. Et ça, c'est très important. La deuxième, c'est qu'il a fait sauter le fameux numerus clausus pour les médecins,
qui aujourd'hui bloque toute la question sanitaire. Et dans 8 ans, donc avec la formation de la sortie des premiers médecins, on va avoir donc une respiration et l'État pourra faire ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui au nombre de médecins. Oui, mais il suffit qu'il y ait un nouveau... mais ça, c'est les deux côtés positifs. Il suffit qu'un nouveau président arrive et non, il peut pas. Aussi. Non, il ne pourra pas. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'elles sont structurantes et structurelles. Oui. Bon, bougez pas, on accueille Lounès dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bouge pas, mon Lounès, hein, un peu de pub, hein, il faut bien faire rentrer de l'argent. Et on est de retour très vite, mon Lounès. Ne bouge pas. 01 40 33 9000, évidemment, les amis, pour vous exprimer. On parlera aussi de l'Algérie, qui a envoyé un courrier à la France, enfin, qui a demandé à ses comment dirais-je, au consulat de ne plus adresser, de laisser passer. En fait, en clair, je vais vous la faire claire, dit à la France, vos sans-papiers, vous vous en démerdez. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Vous avez votre évidemment opinion à nous donner sur le sujet. On parlait évidemment des annonces annoncées par Castex hier, les annonces de libération. Ça y est, tout réouvre progressivement, la levée des sanctions, des restrictions, pardon. On fait le UU aujourd'hui ou le 16 ? Je sais pas s'il faut parler du UU parce qu'il y a la mise en place du pass vaccinal, qui entre en vigueur lundi. Il a été, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, validé par le Conseil constitutionnel, à l'exception d'une règle qui a été retoquée, celle des meetings politiques qui souhaitaient éventuellement mettre en place le pass vaccinal. Ça a été retoqué parce que dans les meetings politiques on ne demande pas le pass vaccinal. Lounès est avec nous. Bonsoir Lounès. Salut. Bonsoir Lounès. Alors on t'écoute, mon Lounès. Ouais, je voudrais intervenir parce que je me sens... Alors baisse-moi ta radio s'il te plaît, Lounès, et fais en sorte qu'on t'entende mieux au téléphone s'il te plaît. Là on dirait que t'as acheté ton téléphone à Leclerc là. Je l'ai fait, mon Christophe. Je me sens concerné par tout ce qui se passe et merci de nous laisser la parole. C'est très intéressant ce que vous dites, ce que vous évoquez. J'aimerais parler de deux sujets, la France et l'Algérie. Commencer par la France. Moi je suis un simple citoyen, je suis pas un politicien, mais voilà, on a notre mot à dire. On n'y croit plus à la politique malheureusement. Avant Macron, Hollande, il a rien fait malheureusement. Il y avait l'affiche du terrorisme. Bon, c'est réel, hein, il y a eu des attentats, et ils ont joué avec ça. Aujourd'hui, c'est le Covid, ils jouent avec ça, et la politique n'avance pas, les réformes. Et lorsque réforme il y a où on parle de réformes qui sont apportés pour encore affaiblir le pauvre. Voilà, vous savez, les couples qui gagnent 10 000 euros à deux, ils vont s'en sortir, ils vont toujours lever la tête, et ceux qui gagnent très très peu d'argent et le pouvoir d'achat très faible, tout augmente, ils sont toujours... voilà, le pauvre reste pauvre, devient de plus en plus pauvre, c'est le vrai problème des Français. Et aujourd'hui, on n'y croit plus, hein. Il y a beaucoup comme moi, il y a un absentéisme politique au niveau des votes, vous allez voir. Voilà, que ce soit Macron ou un autre, il y a un réel problème en France. C'est le pouvoir d'achat et voilà, et les classes sociales. L'Algérie, monsieur Tebboune, depuis qu'il est là, ça va de plus en plus mal. De plus en plus mal. Les Algériens pensent à se nourrir. Ils cherchent. Autrefois, ils avaient un petit peu de liberté. Et maintenant, ils n'ont même plus de quoi manger. Hein. J'extrapole. Le problème, les jeunes suivent... Il ne faut pas abuser. Faut pas abuser, Lounès. Mais bon. Il faut préférer Bouteflika alors que et son groupe. Je t'entends pas parce que là, j'ai la radio. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser. Dans quel sens, Christophe? Non, mais tu abuses un peu quand tu dis l'Algérien n'a plus à manger. Enfin, voilà. Non, pardon. Je me suis mal fait comprendre. L'Algérien, il cherche de quoi nourrir, remplir son frigo. De plus en plus, Christophe. J'ai de la famille au bled, hein. Ça va pas du tout à ce sens-là. C'est une réalité. Je suis algérien, hein. Je ne critique pas l'Algérien. Je fais un constat. Merci Lounès pour ton avis, voilà, qu'on partage ou pas d'ailleurs, mais en tout cas on l'a entendu et écouté. Je voudrais réagir quand même. Oui, Ahmed. Non, je voudrais réagir concernant la politique. Oui. Si tout le monde
se délaissent de la politique, c'est la politique qui va s'occuper d'eux. Aujourd'hui, on a une situation qui est très, 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 très critique. Si les gens ne se mobilisent pas, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens comme Macron qui seront réélus et qu'à partir de là, ça ne bougera pas. Il faut qu'à un moment donné que ces gens-là puissent aller voter, s'expriment. On est dans un pays démocratique, il faut qu'ils y aillent. Mais s'expriment de quoi? Non, mais ils y aillent. Excuse-moi, Ahmed, vous les dégoûtez les gens. Non, Christophe, non, moi je suis pas. Excuse-moi, on n'est pas là pour dégoûter les gens. On est là. Si on parle comme ça, comme tu parles, excuse-moi, comme tu parles, comme ça. Alors on va faire simple. Si tu parles comme ça, c'est qu'à un moment donné, je vais dire, on va se retrouver avec des extrêmes au pouvoir. Et vous allez comprendre. Moi, je vais vous donner une anecdote. Ça fait des années qu'on a les extrêmes. Non, mais attendez. Surtout vis-à-vis des quartiers populaires. Attendez. Il faut savoir. 30 ans, 40 ans qu'on subit par la gauche, par la droite. Il faut savoir aujourd'hui. L'islamophobie, c'est d'abord la gauche. Il faut savoir aujourd'hui. Moi, je vous dis, j'alerte là-dessus. Parce qu'on est dans une situation très grave dans ce pays qui fait qu'à un moment donné, l'électorat ne se mobilise pas. Et s'il ne se mobilise pas, il n'y aura pas en sorte qu'on les écoute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les municipalités, il y a des municipalités où il y a un vrai bordel. Pourquoi ? Parce que on va aider ceux qui ont voté. On va pas aider ceux qui ne vont pas voter. On n'en a rien à faire. Et donc, à partir de là, c'est comme ça qu'il y a vraiment du clientélisme. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut mettre en avant... Qui le met en place, non, mais attendez, moi, je suis pas là. Attendez, moi, je suis un ancien élu. J'ai été élu pendant 18 ans. Je sais ce que c'est. Qu'à un moment donné, c'est qu'on est les premiers... Le clientélisme, tu sais ce que c'est ? Non, bien sûr, je sais ce que c'est le clientélisme. Élu, forcément. Non, mais moi, j'ai pas fait du clientélisme. Au contraire, j'ai fait en sorte de faire avancer les choses, notamment en matière de logement, parce que les gens, il y avait une crise réelle de logement et qu'il fallait faire en sorte que les gens soient logés dans de bonnes conditions. C'est aussi, à un moment donné, d'essayer de voir pour essayer de leur trouver un travail, parce que c'est les demandes réelles qui sont dans les communes. C'est quoi ? C'est le logement, c'est le travail, c'est aujourd'hui la santé. La santé qui est aujourd'hui mise à mal par rapport à une situation où les gens, il y a 6 millions de Français qui peuvent pas, qui n'ont pas de médecin. Maintenant, 8 millions qui peuvent pas se soigner et qui n'ont pas un médecin traitant. Vous trouvez ça normal ? Alors continuez de pas voter, continuez de rien faire, et vous verrez qu'à un moment donné, et on voit aujourd'hui que les gens, pendant le Covid, les riches ont été de plus en plus riches, et les pauvres ont été de plus en plus pauvres. Donc continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Si je peux me permettre d'admettre, c'est ce qu'on disait en off tous les deux. Personnellement, moi, le constat, je le fais à gauche comme à droite. La gauche et la droite n'ont pas réussi à faire ça. Et ils ne sont pas capables d'être... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Il faut une citoyenneté participative. Il y a la primaire citoyenne, il y a 400 000 qui sont inscrits. Moi, tout ça, je pense que de la primaire. 400 000. Moi, je pense qu'il faut un vrai changement radical en France à ce niveau-là. Il faut que les Français comprennent que la politique, elle doit pas être réservée aux politiciens. Ça commence par du local. C'est localement qu'on peut changer les choses. Et moi, personnellement, je pense que l'idéologie de gauche et de droite, elles sont néfastes aux Français. Et aujourd'hui, on a vu la réalité de ces politiques menées. Une fois au pouvoir, ces gens-là... Qui a tué le monde associatif, c'est pas la gauche, hein. Ah, si, il a pas. Non, c'est pas la gauche, c'est Nicolas Sarkozy dans les quartiers. Non, pas du tout, ça a commencé bien avant. Le paternalisme de gauche, je crois que c'est le premier qui a tué toutes les initiatives. Farid, il est en train de bouillir, je vous le dis. Il est en train de bouillir, Farid. Les premiers qui ont fait des dégâts en France, concernant les quartiers populaires, c'est la gauche. C'est la gauche et les communistes. On a oublié Farid. Non, il vous a pas oublié, lui, par contre. Et après, on peut parler de Sarkozy et son. Oui, c'est-à-dire, on écoute Monsieur le Président. Monsieur le Président Farid. Non, mais que rajouter sur le désamour des Français vis-à-vis des politiques, c'est très simple. C'est dès lors que les politiques ne font pas ce qu'ils annoncent faire en campagne électorale, vous aurez de plus en plus de gens, que ce soit à droite, à gauche, peu importe. La réalité, c'est que quand vous dites il faut faire ceci, je ferai cela, et en réalité, quand on arrive au pouvoir, on ne le fait pas. Celui qui a vraiment, de manière contemporaine, sans remonter à Mitterrand, celui qui a vraiment détruit on va dire la gauche, et en plus c'était l'élan politique, c'est François Hollande. On rappelle tous, mon ennemi c'est la finance, et on arrive, on fait autre chose. Donc en vérité, ils ont tous une part de responsabilité. François Hollande, d'ailleurs, Farid, tu fais bien de prendre cet exemple. François Hollande qui a eu à un moment, pardon si je peux en placer une, François Hollande qui a eu à un moment de son mandat, la gauche avait des pleins pouvoirs. Sénat, Assemblée nationale. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils l'avaient. Ils n'en ont pas profité. Rien. En 6 mois. Bon. Est-ce que vous savez d'ailleurs quelle a été la première proposition des sénateurs de gauche, Parti Socialiste ? C'était à propos des nounous voilés. Oui, voilà, c'est dire le niveau. L'islamophobie en France, c'est dire le niveau de cette gauche. Voilà. C'est la gauche. Non, mais c'est Manuel Valls, c'est pas. Oui, il n'y a pas que Manuel Valls, ça. Je vais te dire, il y en a plein aussi. Mehdi est avec nous au téléphone. Salut Mehdi. Bonsoir Christophe, bonsoir Tarek Mami, bonsoir à tous.
Oui. Bonsoir, monsieur Mehdi, on t'écoute. La représentativité de la population dans les hémicycles, tant qu'elle n'y est pas, je pense qu'on ne réglera pas le problème en France. Hein. Oui, mais on complètement d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que les citoyens complètement d'accord avec toi. Mais c'est la faute à qui? Oui, mais il faut qu'ils aient... Ciao, laissez-le finir. Vous croyez où, là? La représentativité de la population française. Ouais. Aujourd'hui, ils font des référendums entre eux. Au lieu de faire des référendums avec le peuple, ils font des référendums entre eux. Moi, j'ai jamais été sollicité, pour quoi que ce soit, juste aller voter tous les 5 ans. Oui. C'est déjà pas mal. J'ai jamais. Sinon, aller voter pour le maire, on participe pas. Notre démocratie est prise en otage. Donc, c'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils en ont marre, parce que c'est tous les 5 ans et ça sert à rien. C'est du cinéma. On a l'impression Mehdi, je te pose la question clairement. Est-ce que tu vas aller voter le 10 avril? Bien sûr, je vais aller voter. Très bien. Est-ce que, sans nous dire qui, est-ce que tu as fait ton choix au premier tour? Parce qu'au premier tour, on choisit. Non. Pour l'instant, tu sais pas? Non, je sais pas, non. Non, je sais pas. Parce que c'est une campagne qui est pas comme, enfin, je veux pas dire comme d'habitude. Elles sont toutes les mêmes, elles se ressemblent. Mais celle-là, avec un des candidats qui est arrivé, un pollueur, de la démocratie, on peut s'attendre à tout, hein, du jour au lendemain. Et question que j'ai à te poser, qui peut être très vraisemblable d'ailleurs, si on a un deuxième tour, Macron, à en croire les sondages, encore une fois, qui est la photographie à l'instant T, ce qui sera peut-être pas la même photographie le 10 avril prochain. Est-ce que si on se retrouve avec Macron et quelqu'un de l'extrême droite, je prends par exemple Marine Le Pen ou Éric Zemmour, est-ce que tu iras voter? Enfin, est-ce que le Front républicain fonctionnera ou pas? Bien sûr que le Front républicain fonctionnera. Bien sûr. J'irai voter pour Macron. Non, si, c'est lui, c'est Mehdi qui parle là, c'est pas moi. Moi, je pose la question, moi, parce que le mot Front républicain n'est plus de vigueur. Disons, est-ce qu'une majorité de citoyens feront barrage à l'extrême droite? Oui, mais il n'y a pas de Front républicain. Le Front républicain, faut dire ce que c'est. Le Front républicain, ce sont les partis politiques qui s'entendent entre directions de partis à dire on va faire ça. Et après, le peuple fait ce qu'il veut. Donc, le mot Front républicain a disparu avec la disparition de la gauche. Aujourd'hui, est-ce que les citoyens feront barrage à l'extrême droite? Le mot n'est pas le même. Bon, mais vous savez, monsieur Tarek Mami, oui, cher monsieur. Il suffit qu'il y ait un homme du peuple et demain qu'il y ait pas une révolution, mais quelqu'un qui sort de l'ordinaire, un homme qui sort qui vraiment, où les gens le suivent. Le Front républicain, c'est le peuple, monsieur Tarek. Oui, on est d'accord, mais moi je rejette le mot Front républicain pour les partis politiques. Est-ce que je peux intervenir? Oui, mais dis, moi j'entends ce que tu dis, je le comprends totalement. Je le partage pas, mais je le comprends parce que je l'ai entendu depuis longtemps pour être responsable associatif en banlieue et pour avoir soutenu des gens qui se présentaient un peu partout en banlieue, notamment en région parisienne. La réalité, Mehdi, elle est extrêmement violente. Autant je suis critique vis-à-vis des politiques et de leur façon de mener de la politique en France, c'est une chose, mais je le suis encore plus vis-à-vis des citoyens. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de promesses, oui, mais les Français, il faut rien attendre des politiques, il faut tout attendre de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Localement, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, il faut aujourd'hui peut-être espérer l'arrivée d'un homme qui pourrait changer tout ça. Mais localement, ça existe. Il y a des listes citoyennes avec des personnes qui sont issues des quartiers, qui connaissent la réalité de nos quartiers. Et à chaque fois que ces gens-là se présentent, ils n'arrivent pas à gagner. Tu sais pourquoi? Ou s'ils y arrivent, c'est exceptionnel. Il y a quelques cas en région parisienne. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a du clientélisme. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire aussi au quartier populaire. La majorité des habitants des quartiers populaires, malheureusement, n'ont pas de courage. Parce qu'à un moment, il faut être en phase avec leurs propos, comme tu viens de le dire. S'il y a des gens comme nous qui sont capables de se présenter et qui peuvent répondre à nos problèmes, il faut les soutenir. Mais aujourd'hui, c'est pas la réalité. Merci Mehdi, en tout cas, pour ton intervention. Dans un instant, on va parler donc de l'Algérie. À en croire cette révélation de Mediapart, l'Algérie a donné l'ordre de ne plus accepter de laisser passer de retour des sans-papiers en Algérie. Terminé, la France doit se démerder avec eux. Le problème, c'est qu'elle les met dans les centres de rétention pour des durées indéterminées. La catastrophe s'amplifie. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya, Tarek Mami, Farid Tamsamani et Ahmed Laouej. Alors, on va essayer de résumer en quelques lignes, en quelques mots. La France avait annoncé la baisse de délivrance de visas pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Je crois d'ailleurs à une échelle un peu différente selon les pays. Voilà, des quotas.
Il y a eu donc cet épisode ensuite de la sortie d'Emmanuel Macron concernant l'Algérie. Et donc, a priori, selon Mediapart, c'est ce qui a été révélé hier dans un article de Mediapart, l'Algérie a envoyé l'ordre au consulat, aux différentes instances consulaires algériennes, donc de ne plus accorder aucun laissez-passer. Et là, ça concerne les Algériens qui sont arrêtés sur le territoire français, des sans-papiers que la France donc souhaite faire repartir au pays. Donc l'Algérie dit non, on n'accepte plus rien. C'est ce qui a été envoyé au ministère de l'Intérieur ensuite, puisque même d'ailleurs des préfectures ont demandé au ministère de l'Intérieur, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Le problème, c'est qu'on les place en centre de rétention pour des durées indéterminées. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Tiens, mon cher Farid, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu sur cette position, sur cette politique algérienne qui dit, en fait, en clair, on va la faire simple, il dit à la France, démerdez-vous avec les sans-papiers. Oui, écoute, c'est pas... ça me paraît complètement logique de la part de l'Algérie. Pourquoi récupérer des gens qu'elle veut absolument voir partir de son propre territoire? Donc moi, je la trouve plutôt cohérente. Après, il y a beaucoup de communication. C'est comme lorsque Macron fait une sortie hasardeuse sur l'Algérie. L'Algérie rappelle son ambassadeur avec plein de communication. Et après, en catimini, elle le refait reprendre son poste à Paris. Tout ça, c'est de la manipulation de masse pour les uns comme pour les autres. Il est passé par Monaco. Il est passé par Monaco d'abord. Non, il y a eu quand même un communiqué officiel. Oui, bien sûr. Beaucoup moins de presse apparemment. Non, mais Catimini, c'est rien. Là, il y a quand même. Oui, d'accord, pas de problème. Il y a eu beaucoup moins de presse. Oui, tout à fait. Ce qui est triste, la véritable question. Et là, on va voir ce que véritablement, en pleine campagne électorale, le président de la République française va faire. Parce que moi, je serais d'avis, dans ces cas-là, si vous voulez pas récupérer vos propres ressortissants de manière illégale, on arrête les visas. Pourquoi vous voulez venir en France? La réalité, elle est celle-ci. Et la deuxième chose, et il faut vraiment penser à ces gens-là qui doivent nous écouter d'ailleurs, c'est que tous les gens en centre de rétention, ça c'est inhumain. C'est qu'à un moment donné, il faut trouver une solution. J'ai pas la solution, mais les deux pays se moquent d'eux, et c'est encore plus navrant quand c'est le pays d'origine qui se moque de ses propres ressortissants. Un détail important, messieurs, il y a eu la visite de Le Drian, et là pour le coup en catimini, c'était pas, ça s'est su une fois qu'il était là-bas. Oui, tout à fait. Jean-Yves Le Drian qui est parti là-bas essayer d'apaiser les choses et surtout pour essayer de négocier le survol des avions militaires pour l'opération Mali. Voilà. C'est la reprise des discussions classiques entre les deux pays. Mais c'est pas la France qui a coupé court avec l'Algérie. Il a fait cette déclaration-là qui a heurté à juste titre, et on peut l'imaginer, Alger, c'est tout à fait normal. Mais là-dessus, les deux pays, pour moi, sont complètement responsables. À la seule différence près, c'est que les gens qui sont en centre de rétention, ce sont des Algériens en France et très peu de Français en centre de rétention en Algérie. Oui, donc, faut pas se tromper de débat, quoi. Oui. Tiens, Jamel, avant d'avoir votre avis, Jamel qui nous écoute et qui souhaite donner son avis. Salut, mon Jamel. Salut, bonsoir à tous les auditeurs. Moi, c'était juste pour dire que je pense que le gouvernement algérien ou le peuple algérien est prêt à discuter, à négocier, mais les conditions sont toujours les mêmes. D'abord que la Société Générale restitue les 300 millions d'euros qu'elle a volés au peuple algérien avec l'ex-ministre Sellal qui est en prison. On sait que c'est elle qui a exfiltré l'argent. Les 150 millions d'euros qui ont été surfacturés la société Sanofi au peuple algérien, moi j'appelle ça plutôt un génocide, parce que les Algériens, ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments. Mais pour la société Sanofi, elle a surfacturé de 150 millions d'euros. Après, on parlera aussi du métro d'Alger qui fait 1 kilomètre, qui a coûté 10 milliards en surfacturation. Non, mais l'argent de la corruption, par exemple pour Sanofi, c'est pas les Français. C'est pas les Français, c'est les Algériens qui mettent comme condition non, arrêtez de toujours dire que les Algériens. C'est pas le peuple algérien. Après, moi, je vous donnerai raison. D'abord, moi, je veux dire, arrêtez de dire les Algériens qu'on volait. C'est une petite partie de responsables algériens. Avec la complicité de sortir l'argent du pays. C'est ça qu'il faut regarder. Quand vous passez au tribunal, le voleur, il est condamné, mais celui-là qui a fait le recel, mais il n'a pas volé. Mais il n'a pas volé. Mais cher auditeur, Jamel, il s'appelle Jamel. Cher Jamel, mais pourquoi faire appel à Sanofi ou à la RATP pour construire en Algérie? Pourquoi ils le font pas eux-mêmes?
Ah bah ils ont pas de possibilité. Non, pas de justice là-dessus. Ah pardon. Au Maroc, c'est la même chose. Étant donné que vous dites que j'ai des mauvaises paroles. On passe peut-être par l'Espagne, mais ils font la même chose le Maroc. Il y a 3 jours. Exactement, Nadir, tout à fait. Merci Jamel, merci beaucoup. T'as compris. En tout cas, bon, alors vos avis, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, mais moi j'ai de la pub et on les prend dans un instant. T'as remarqué Nadir, il y a plus de pub, hein? Ouais, c'est bien. Ah ouais, t'as vu, c'est bien. Ouais. Bon, tout de suite. Ce mois-ci, dans le courrier de l'Atlas, en couverture... En finir avec les ghettos à la française. Des habitants témoignent, des experts analysent un phénomène aux conséquences lourdes. Transport. Ça roule pour le secteur du VTC. Société. Le harcèlement scolaire, l'éducation nationale en accusation. Culture. Exposition à l'hôtel de la Marine, les splendeurs de la collection Altani. Musique, Sappho, une voix poétique et politique. Et retrouvez tous nos coups de cœur cinéma. Le courrier de l'Atlas, votre magazine d'actualité franco-maghrébine, en kiosque au prix de 3,50 € et sur lecourrierdelatlas.com. Vous entendez? C'est l'hiver. Et l'hiver, c'est la pluie, la neige, le froid. Sous ces températures glaciales, beaucoup de personnes se retrouvent sans abri et sans vêtements chauds. Mais grâce à vos dons, Humanapil fournit des kits d'urgence pour aider à traverser cette dure saison. Pour faire un don, rendez-vous sur humanapil.fr ou appelez le 01 42 46 36 36 et semez le bonheur. Faites un don à Humanapil. يا ريتني يا ربي عشت زمان في عصر الفرحة والقرآن رسول الله أصلي وراه ويدعي لي في كل أذان رسول الله عظيم شانك بتوزن قلبي بميزانك لعبد فقير ملوش غيرك وروح عطشانة لحنانك يا ريتني يا ربي عشت زمان زمان في عصر الفرحة والقرآن رسول الله أصلي وراه ويدعي لي في كل أذان رسول الله عظيم شانك بدي وزن قلبي بميزانك لعبد فقير ملوش غيرك وروح عطشانة لحنانك France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Rouen et toute sa région. Merci d'être avec nous en direct pour cette dernière partie du LGF. On parle évidemment de cette décision algérienne de ne plus accorder aucun laissez-passer pour les sans-papiers. Donc pas de retour et dit à la France, débrouillez-vous avec eux. En attendant, évidemment, ils sont placés dans les centres de rétention dans des conditions absolument inhumaine. Ahmed, ton avis là-dessus? Non, enfin, je pense que c'est une réponse du berger à la bergère. Hein. Je pense qu'à mon avis, c'est un coup foireux des autorités algériennes en pleine élection présidentielle de Macron qui fait que ce courrier va pas rester dans un tiroir et va être utilisé par certaines personnes pour dire regardez, vous avez vu, nous, si on arrive au pouvoir, ça se passera plus comme ça. L'extrême droite, en l'occurrence. Voilà, l'extrême droite, je citerai pas le nom de la personne ou les deux autres, enfin l'autre personne. Voilà, c'est un coup, et là-dessus, je pense que la France a aussi fait une erreur à l'époque de dire on va couper les visas à l'Algérie, au Maroc, au Tunisie, si en gros vous nous, ils reprennent pas. Il y aura, quand la France, c'est un pays diplomate, c'est un pays qui discute au niveau international. Ils auraient pu faire en sorte de pouvoir discuter avec les autorités algériennes
en une rencontre officielle pour discuter de cette situation. Sauf que Macron, vu qu'il était, je dirais, dans une situation où il y avait Zemmour qui était derrière lui et qui parlait très fort sur l'immigration, qu'il y avait Le Pen, il s'est dit, je vais faire un coup de com pour essayer de dire, regardez, moi je suis l'homme fort, de toute façon c'est comme ça, avec Moussa Darmanin qui était au devant de la scène pour dire, on n'acceptera plus aucun visa. Or, les visas aujourd'hui en Algérie, les pauvres gens qui, eux, souhaitent avoir un visa, malheureusement ne l'ont pas, ils font des kilomètres et des kilomètres pour essayer d'avoir un visa pour venir en France visiter leur famille, alors que d'autres qui sont dans les hauts lieux de l'État ont un visa automatiquement. Très bien. Nadir? Moi, je suis partagé parce qu'en tant que franco-algérien, je suis fier des deux côtés par rapport à mon identité. Maintenant, par rapport à cette situation diplomatique, parce que c'est une situation diplomatique, et la diplomatie, que ce soit française ou algérienne, c'est très compliqué, même pour le peuple, et moi je fais partie du peuple, donc il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais moi, je peux dire simplement d'un point de vue humain, par rapport à ces personnes qui fuient l'Algérie, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est des gens qui fuient l'Algérie. Ils ne fuient pas l'Algérie par plaisir. Moi, ce qui me dégoûte vis-à-vis de l'État algérien, c'est ce mépris. Parce qu'il faudrait que l'État algérien, et je fais le distinguo entre l'État algérien, donc ceux qui nous gouvernent, tous ces gens qui ont une certaine mauvaise habitude, et ces mafieux qui sont en Algérie, et le peuple. Je fais le distinguo. Aujourd'hui, on a des Algériens qui fuient l'Algérie, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que l'Algérie... C'est pas aujourd'hui, hein, ça a toujours été. Ça a toujours été, oui et non. Mais ça s'accentue, voilà. Il y a des femmes et des enfants et des hommes qui meurent en Méditerranée. Donc que l'État algérien commence à prendre en considération cette réalité, et qu'après... S'ils veulent, ils mettent leur fierté face au gouvernement français et de Macron pour répondre au tac par rapport à des décisions politiques et diplomatiques qui s'occupent déjà de la population algérienne, du bien-être des Algériens, et après qui viennent jouer, entre guillemets, les gros bras face à la France. Parce que la priorité, c'est le peuple algérien. Et là, aujourd'hui, moi, ce qui me désole, c'est ce côté diplomatie où on veut faire face à la France en faisant croire au peuple algérien qu'on est fier de ce qu'on est et qu'on va plus laisser faire. Qui commencent déjà à régler leurs comptes entre eux, à rendre les Algériens fiers de leur pays, leur capacité de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir un système de santé correct et surtout de bénéficier des rentes du pétrole et du gaz, parce que là c'est plus possible. Donc moi ce jeu-là, je rentre même plus là-dedans avec la fierté algérienne en disant oui mais l'Algérie ils ont raison, faut pas accepter ce que disent les Français. Non, ça c'est plus profond que ça. Ouais, Tarek. J'ai rien à rajouter. Bon alors on va accueillir notre auditeur qui nous attend. Et puis je dirais un petit mot sur le Mali comme je l'ai dit tout à l'heure parce qu'on est à 55. Hamid. Oui, bonjour. Bonsoir Hamid. Tu nous appelles de Paris, Hamid. Oh, on écoute l'auditeur, s'il vous plaît. Un peu de respect pour le peuple. Alors, le peuple qui vote pas. Qu'est-ce que vous en savez? Attendez, Hamid, vous allez voter ou pas, Hamid? Non, moi j'ai pas le droit de voter. Voilà, il n'a pas le droit. Donc il fait comment? Excusez. Oui, c'est facile ça, les jugements. Non. Il peut pas. Il est algérien, il a une carte séjour. Donc lui, il peut pas. Donc arrêtez de juger. Non, faire de la politique localement. Donc les gens à mettre en avant. Laissez-le parler, Hamid. Et il peut pas voter. Il est excusé. On parle de ceux qui ont le droit de voter et qui votent pas. Hamid. Pardon? Vas-y, on t'écoute. Vas-y. J'ai pas entendu le. On t'écoute, c'est pas grave, Hamid. Vas-y, enchaîne. Je dis ceux qui n'ont pas le droit de voter ne sont pas dans la cause. Moi, je vise ceux qui ont le droit de voter et qui votent pas. C'est pas vous. D'accord. Voilà. D'accord. Vas-y, Hamid, vas-y, on n'a pas toute la journée non plus. Hein. Prenez vos 2 minutes. Ok, donc je reviens au sujet de ce débat qui est les autorisations, les laissez-passer pour les Algériens en situation irrégulière, sujet à expulsion vers l'Algérie. Oui. D'accord? L'Algérie a été fermée hermétiquement pendant 18 mois, même pour les Algériens résidant en France, qu'ils soient de double nationalité ou de nationalité algérienne. Voilà, tout le monde le sait. Et cette période-là, il y a eu une accumulation de traitement de dossiers et d'arrestation d'Algériens en situation irrégulière qui a fait que le nombre de personnes qui sont en attente d'expulsion est énorme. L'Algérie avait réservé, dès qu'elle a réouvert l'espace aérien, les lignes Air Algérie spécialement, 4 passagers, vu que, sachant que le nombre de places dans les avions était très limité pour le problème de Covid. Donc la France avait refusé,
même ce pas, et ça c'est de sources officielles. Hors antenne, je peux vous donner mes sources. Donc quatre passagers expulsés en bonne et due forme. La France avait refusé, et on vient après par la déclaration de monsieur Moussa Dermana pour dire que l'Algérie refuse les laisser passer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'information est donnée par Mediapart. C'est un média et l'information reste à prendre avec des pincettes. Donc, vous, en tant que média, la prendre sous réserve. C'est pour ça que j'ai dit selon Mediapart, ça vous aura pas échappé. Très bien, parfait. Donc, analyser et spéculer sur une rumeur, ça reste l'avis de vos invités. Il y a eu un qui était un peu virulent envers l'Algérie, disant que pourquoi ils le font pas tout seuls, sachant que notre situation, je parle de l'Algérie en tant qu'Algérien, vu la situation de l'Algérie après quelques années d'indépendance et après 20 ans de Bouteflika et la mafia qui a été autour, on est en train de juste sortir la tête hors de l'eau pour pouvoir respirer un petit peu. On vient nous massacrer par tous les moyens. Notre voisin de l'Ouest, notre cher Macron avec ses déclarations sur la nation algérienne, notre communauté algérienne opposée à l'Algérie et avec des revendications qu'on connaît. Ouais. Donc, Hamid, oui. Je suis désolé, on n'a plus le temps, mais en tout cas, on a bien compris l'essentiel de ton propos. Il était très intéressant. En tout cas, moi, il m'a semblé intéressant de recontextualiser. Merci beaucoup, Hamid, de l'avoir fait. De rien. Et à très très vite, mon Hamid. Oui. Oui, alors 17h59. Ouais, c'est bon, vous n'avez pas tenu la pendule comme certains. Si j'ai envie de rendre l'antenne à 18h02, on la rend à 18h02. Oui, c'est bon. Même à 18h30. Si vous voulez, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, non, mais c'est ça. Bon. C'est la démocratie. Ah oui, non, mais c'est bon. Les autres radios, ils te rendent l'antenne à 18h, enfin 2-3 minutes après. Maintenant, si vous. Voilà. Alors, sur le Mali. Et là, on est bien. Bah oui, on est bien. On a abordé pas mal de sujets. Alors, puisque vous voulez comme ça, on vous a toujours proposé de voir si vous pouviez terminer à 18h30 ou à 19h. Voilà. Comme ça, le Mali. Voilà, le Mali, ne perdez pas de temps. Le Mali, demain, donc il y a une mobilisation à l'international dans plusieurs pays du monde, notamment en France. 13h30, rassemblement proche de l'ambassade du Mali à Paris. D'accord. 18h, meeting à la bourse de travail, donc à 93 200 à Saint-Denis. En un mot, la population descend dans la rue avec 2,5 millions pour soutenir la junte militaire au Mali, et on lui fait des sanctions par la CEDEAO et par l'Europe et par la France. Et de l'autre côté, vous avez le Soudan, pour lequel il y a 2 millions qui descendent contre la junte militaire, et là il n'y a aucune sanction. C'est pour ça que peut-être il faut aller demain 13h30 à le rassemblement, 18h au meeting, pour comprendre qu'est-ce qui se passe au Mali. Je peux dire quelque chose sur la primaire populaire, Christophe? Non, on s'en fout de la primaire populaire. Je peux le dire, mais dis quelque chose pour le Mali. Je peux le dire, s'il te plaît. Vas-y. Bon, non, je voulais juste dire que face à une situation où on parlait tout à l'heure de la gauche qui est aujourd'hui dans une situation critique, oui, la primaire populaire, j'invite les gens à aller s'inscrire jusqu'à samedi pour voter. Aujourd'hui, 375 000 personnes. Pour aller voter. Il y a des candidats. Voilà, c'est vrai que nous, le PRG soutient la candidature de Christiane Taubira. Et donc, si les gens veulent que demain, cette personne-là soit, je dirais, à l'élection présidentielle, voilà, d'aller voter à la primaire. Et si elle perd à la primaire citoyenne, elle prendra toutes ses responsabilités et elle soutiendra la personne qui aura gagné à cette primaire. Et je pense que, comme disait notre ami tout à l'heure, c'est aussi aux citoyens aussi de prendre ses responsabilités. Bon, merci mon Farid Tamsamani. Tu reviendras la semaine prochaine en studio. Voilà, merci mon Farid. Merci mon Nadir, tu reviens, tu vas pas mettre autant de temps avant de revenir quand même. C'est toujours pareil, c'est mes disponibilités, Christophe. Tu sais très bien que je vous apprécie tous humainement par rapport à ce que vous êtes. Mais le souci par rapport aux horaires de la radio, notamment 16h, moi je récupère mes enfants à 16h30. Là, ma femme exceptionnellement a gardé un de mes enfants, donc il a pu être là. Et moi, donc, ce qui fait que j'ai pu être là aussi. Bon, mais merci voilà. À Nadia, que j'embrasse. D'ailleurs, il faut faire du 18h-20h. Ouais, calmez-vous là. Je suis d'accord. Allez sur Sud Radio, c'est tout. Salut Ahmed. Je suis d'accord. Salut Tarek, merci, bon week-end. Rendez-vous demain pour le best-of et lundi en direct, bien sûr. 18h02 sur France Maghreb 2. Les infos et dans un instant, Samir Abslam par l'Islam.